Non, ne joue pas là. Bonsoir, chère communauté du grand changement. Comment vous portez-vous? Je suis ravie d'être avec vous et en compagnie ce soir d'Hélène Argeliès. Bonsoir Hélène, comment tu vas? Bonsoir Sana, ça va? Bien. Bonsoir, ça va bien? Des îles Oui, Porquerolles où tu te trouves, on a pris quelques minutes avant de se connecter, hein, vous savez, les aléas du direct, c'est toujours un petit peu comme ça. On a pris le temps de s'installer dans cette conférence parce elle va être vibrante et donc je suis ravie d'être, en ta compagnie. J'ai eu l'occasion de faire un petit live sur Facebook tout à l'heure pour déjà amorcer, eh bien, la présentation que toi tu vas faire et l'introduction que tu vas faire pour te présenter et bien évidemment de ce beau thème qui est l'énergie des espaces de vie qu'on va vibrer ensemble. Avant qu'on commence et avant que on s'installe dans cette Vibra conférence, j'aimerais, chères auditrices, chers auditeurs, si vous pouvez nous faire savoir vos présences, vous qui êtes sur YouTube, sur Facebook, sur les différents canaux sur lesquels on est connectés ensemble. Et je vous inviterai à nous faire un petit OK pour nous dire si le son et l'image est bonne. Hélène, est-ce que tu peux nous dire juste un petit 1, 2, 3 ou quelque chose pour qu'on soit sûr qu'on t'entende bien aussi? oui, un, 2, 3. Voilà, parfait. Est-ce que vous entendez également parfaitement Hélène? Dans le chat, vous pouvez donc bien évidemment nous écrire et nous le dire. Et puis, vous pourrez bien évidemment poser vos questions à Hélène. Bonsoir, le son est OK, nous dit Phénix. Merci Phénix, merci d'être parmi nous et merci d'avoir, avec le beau sourire, nous avoir répondu. OK, alors tout est bon Hélène. Alors si tu Oui, veux bien, j'aimerais qu'on s'installe ensemble dans cette conférence. Comme je le disais dans le live, c'est un coup de cœur. Je disais que je t'avais rencontré, dans le cadre d'un événement de Laurent Marchand, Tout est possible et que je t'ai vu sur scène, j'ai écouté ta conférence, le parcours, l'expérience et tout ça, ça m'a inspirée. Et quand tu es descendue de cette scène, je me dis: «Mais je veux à tout prix, en connaître un peu plus sur toi» et puis comme je le disais dans le live, j'aurais pu très bien garder ça pour moi et t'inviter en visio et puis on s'en serait arrêté là. Mais l'idée, c'était vraiment que tu partages cette expérience à cette belle communauté du grand changement qui est ouverte et qui, est toujours curieuse de connaître et rencontrer des personnes comme toi. merci. Merci beaucoup. Je t'en prie Hélène, je t'en prie, avec plaisir. Je Alors suis vraiment dis-nous très heureuse. Je voudrais oui, juste une petite chose, c'est que dis-nous. quand Sana est venue me voir juste donc à Montpellier, bon, j'étais un peu surprise hein, quand même. Je me suis dit, oh bon. Et puis après, je me suis rappelé qu'il y a 2 ans, j'avais écouté des conférences souvent sur LGC, ça, je trouvais ça très bien. Je m'étais dit, oh, ça serait pas mal si une fois je pouvais. Donc voilà, exaucer. Matérialisation. C'est beau ça pour l'anecdote. J'adore, tu me l'avais pas dit. Bonsoir Hélène qui est avec nous également, Hélène Moussion qui est avec nous. Alors tu vois Hélène, je peux également afficher les, commentaires Oui, juste en dessous. Tu les vois? Voilà, mais je te les lirai aussi et comme ça, pour les questions également, on pourra les afficher. Alors Hélène, heu, tu peux un peu nous te présenter, même si je sais que voilà, j'ai amorcé un peu les choses, hein, mais au-delà, de ce grand parcours, d'architecte formé à la PNL, l'origami, le scan, enfin l'Access Bar, éternellement de choses. Qui es-tu, Hélène? oui, je suis architecte. J'ai enseigné l'architecture aussi bien en France qu'au Japon. J'ai vécu au Japon et j'ai surtout, dès mes études d'architecture, on nous enseignait l'architecture d'une manière très classique et très bien d'ailleurs, mais on ne parlait pas de l'énergie. Or, Mmh. moi, voilà, je sentais qu'on pouvait aborder les choses comme ça. J'étais souvent en lien d'ailleurs avec des coachs américains qui travaillaient déjà beaucoup sur l'énergie, à peu près 30 à 40 ans avant les Français, enfin, en Europe. Et j'étais sûre qu'on pouvait considérer l'architecture à partir de l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne regardera pas la matière. Et puis, il faut dire que dès cette époque-là, je m'intéressais beaucoup déjà à la physique quantique, je lisais des ouvrages là-dessus. Et donc, voilà,
l'énergie, et même encore avant l'énergie, eh bien, l'information. Donc, très vite, voilà, j'ai considéré l'architecture à partir de l'énergie. Mais je trouvais absolument rien là-dessus. Et pourtant, je me disais, mais enfin bon, il doit bien y avoir des gens qui ont écrit quelque chose là-dessus. En fait, je n'ai trouvé que 2 personnes qui avaient abordé la question. C'était un architecte qui avait travaillé avec Le Corbusier, qui s'appelle Wojanski, et qui a écrit un livre qui est d'ailleurs plus édité, mais enfin on peut le trouver sûrement dans des bibliothèques, qui s'appelait L'énergie de l'architecture. Donc, alors il n'allait pas très loin, mais quand même, ça répondait à ce que je commençais à trouver. J'étais trop contente, donc. Et l'autre personne qui m'a permis de me dire, bon, ben oui, tu peux continuer, c'est bien, c'est Alain Danielou, qui, qui est quelqu'un qui a beaucoup vécu en Inde, qui connaît très bien la tradition indienne, et qui a écrit des ouvrages, dont un que j'ai lu et relu je ne sais pas combien de fois, je l'ai même conseillé à mes élèves, parce qu'il parle aussi de l'énergie, c'est-à-dire comment les architectes de l'Inde, dès les temps très anciens, partaient pour construire à partir de l'énergie. Donc, ça m'a confortée dans ce que, en fait, j'innovais. Alors, quelle énergie? Bah, en fait, c'est plein d'énergie parce que, comment dire, l'architecture est faite de tas d'ingrédients, j'en parlerai après. Et la chose principale que je remarquais, c'est que, en fait, avant même de comprendre ce qu'était l'architecture, enfin n'importe quelle architecture, ou les lieux, etc., d'avoir un savoir, on va dire, il y a un ressenti. Et c'est un ressenti qui est très animal. C'est-à-dire qu'on a tous cette capacité de ressentir les lieux d'une manière vraiment mais intuitive et animale. Et en fait, c'est surtout ça qui m'a guidée. Et j'ai systématiquement étudié ça, notamment dans ce centre de stage que j'ai eu la chance de pouvoir créer avec 2 autres architectes. C'était un centre de stage expérimental dans les Cévennes. Ça a duré 10 ans. Alors là, on avait carte blanche. On a pu faire des tas d'expériences extrêmement intéressantes qui m'ont permis d'aller vraiment loin, de vérifier d'ailleurs que je n'étais pas la seule à sentir les choses. Donc, j'étais des cobayes, mes élèves, et donc ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin. Je ne sais pas si je me suis assez présentée. Ah oui, Oui, pleinement. oui, il n'y a pas besoin Oui, de... mais tu peux bah, en fait, vraiment, vas-y, parce que tu es une mine d'expérience. Ah, on parle d'énergie, on est dans cette conférence, mais je sais tout ce que tu as fait par le passé, aussi pour les femmes. Voilà, il y a énormément de choses, qui t'animent, donc Oui, alors oui, vraiment parle. un petit mot sur les femmes. Je suis quand même rentrée à l'école d'architecture en 1960. Ben, il n'y avait pas de femmes, hein. Et d'ailleurs, mes camarades, qui étaient tous des hommes, m'ont accueilli en me disant: «Qu'est-ce que tu es venue faire là, ma cocotte?» Et j'ai répondu timidement: «Bah, architecture». Et ils m'ont dit: «Mais tu en as vu beaucoup des femmes architectes?» J'ai dit: «Non», et j'ai failli pleurer, tellement je me Oh, sentais. Donc ça n'a pas été de la tarte, mais j'imagine. finalement j'y suis arrivée. Bien sûr, Bon, bien et sûr. oui, une autre chose quand même pour me présenter, c'est que dans le cours de ma carrière, donc j'ai été aussi non seulement architecte, mais professeur d'architecture, et aussi bien à, à Paris, l'école d'architecture de Paris, Oui. puis ce centre de stage qui dépendait d'ailleurs de Paris, mais où on accueillait des élèves de toutes les écoles d'architecture de France, et ça a duré 10 ans. Et puis, comme c'était dans les Cévennes, à côté d'Anduze, et que je devais sans arrêt remonter à Paris, et que j'avais déjà mes enfants, enfin bref, ça devenait un peu compliqué, j'ai eu la chance de tomber sur un collègue qui, lui, faisait les voyages en sens inverse depuis Paris jusqu'à l'école d'architecture de Marseille. Donc là, on a demandé à échanger nos postes. Et quand je suis arrivée à l'école d'architecture de Marseille, j'ai eu la chance d'être tout de suite mise en contact avec un architecte qui est d'ailleurs célèbre, qui s'appelle Maurice Sauzet, qui a Mmh. écrit des ouvrages et qui avait été au Japon et qui emmenait ses élèves au Japon tous les ans
Et moi, je travaillais donc dans le même atelier, c'était dans un atelier qui s'appelait Espace Vécu, donc ça Mmh. rejoignait bien aussi tout ce que j'avais pu faire. Et tous les ans, ils me mettaient la pression pour que je fasse le voyage. Et puis je disais toujours: «J'avais autre chose à faire». Je disais: «Oui, oui, bah, bien sûr, un architecte, ça va au Japon au moins une fois». Et à son dernier voyage, je n'avais pas réalisé, il allait partir à la retraite l'année d'après. Je n'avais pas fait vraiment le lien. Il m'a mis une pression, il a mis la pression sur tous mes collègues qui se dépêchaient de faire le dernier voyage qu'il organisait pour que je vienne. Et donc, je suis partie sans avoir mais rien préparé, en me disant même encore, alors que j'avais envie, ça m'intéressait, mais Mmh. même encore la veille, je me disais: «Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas?» Il n'y avait pas 2 heures que j'avais mis les pieds sur le sol japonais, que ça peut paraître un peu bizarre, mais je me suis dit: «Mais je suis normale». Ah, tiens donc. Puisque là, en fait, non, j'étais pas normale, j'avais quand même tout fait pour être normale, c'est-à-dire pour être vraiment comme les Français. J'y suis jamais arrivée, pas même C'est vraiment ça. encore. Ah si, j'ai progressé grâce au japonais. Mais en fait, ça venait d'un comment dire? D'un état d'esprit, d'une façon de voir Ouais. la vie Mmh. qui était comme eux. Et qui était beaucoup lié d'ailleurs à un fonctionnement essentiellement du cerveau droit, puisque Mmh mh. mon cerveau droit a fonctionné prioritairement jusqu'à l'âge de 35 ans. Le gauche, il n'était pas mort, mais enfin, il marchait pas beaucoup. Et c'est un médecin qui a rebranché tout ça, ce qui m'a permis de voir que, ah bah tiens, oui, les gens, ils, bon. Mais en fait, voilà, j'avais cette façon, et je l'ai toujours, de voir les choses comme les Japonais. Et donc, ça m'a permis, après, au retour de ce voyage, ce professeur m'a dit: «Tu reprends le voyage». Je dis: «Mais ça va pas». Il m'a dit: «Si, si, si, là, il faut». Et j'ai vraiment il m'a accompagnée au voyage suivant. Il m'a introduite parce que là, il fallait. Il y avait très peu d'étrangers à l'époque et ça remonte à 35 ans, hein. Et c'est une chance extraordinaire parce que j'ai été introduite vraiment, c'était, voilà, sur un plateau d'argent. On a même rouvert un ma un un jardin de l'empereur avec maison de thé pour faire une cérémonie du thé d'intronisation, on va dire. Waouh! Pour moi, Waouh! avec un Waouh! architecte japonais en kimono. Donc vraiment là, j'ai Génial. été hyper La gâtée totale. et après j'avais plus qu'à, voilà, continuer sur les rails. Et Et ouais. donc tous les ans, je suis retournée là avec des élèves, aussi bien de Marseille, mais de toute la France pour, voilà, leur faire passer 3 semaines. 3 semaines, où on abordait, comment dire, l'espace, l'architecture, Mmh d'une mh. manière mais totalement différente de ce qui existe, en France et en Europe en général. Mmh. Et donc, ça m'a permis, là encore, d'approfondir énormément ce côté énergétique parce que eux, c'est d'abord comme ça qu'ils voient, enfin, qu'ils abordent le monde d'une manière générale. Et il y a, comment dire? J'ai fait une conférence avec un ami japonais dans l'année du Japon en France. À un Mmh mh. moment donné, on n'arrivait même pas à expliquer, c'était tout pour des architectes à l'école de Marseille, on n'arrivait même pas à expliquer ce, comment dire, cette façon d'aborder l'espace, qui est là Mmh. aussi très animale en premier. Ils ont beau avoir des Japonais très perfectionnés, ils marchent d'abord à l'intuition, hein. Donc, Énorme. non, c'est même sidérant parce que des fois on dit: «Mais attendez, sur le GPS, ah non, ils y vont comme» bon. Et oui, et et ils trouvent. là, c'est Et la d'ailleurs bouleuse. pour, alors pour aborder cette question animale, pour aborder Oui. l'espace et l'architecture, il y a une phrase que j'ai souvent dite à mes élèves: Mmh. «Est-ce qu'un chien a besoin d'une carte pour retrouver la maison de son maître? Non, et pourtant il Mmh. la retrouve. Très joli. Mais nous pouvons faire exactement la même chose». Moi, j'en ai eu l'expérience, je continue. Mmh. C'est-à-dire que si on veut bien, se connecter à notre intuition, à ce qu'on peut appeler le sixième sens, Mmh mh. heu, La boussole intérieure. voilà, donc on peut très bien, sans carte, sans et cetera, et ça m'est arrivé assez souvent. Et Mmh. d'ailleurs, on a aussi, comme les animaux, cette capacité
dans l'énergie, quand on se met, on va dire, à l'intérieur de soi-même, on se connecte avec un lieu, même qu'on ne connaît pas forcément, on a la capacité de sentir qu'est-ce qu'il y a dans ce lieu qu'on ne savait même pas. Une fois, quand j'étais dans les Cévennes, des gens, des paysans me parlent d'un petit village extraordinaire où je n'avais pas encore été. Et donc, on visitait plein de petits villages, on faisait des dessins, on étudiait tout ça. Et quand ils m'en parlent, instinctivement, je me connecte. Ils me décrivaient pas, mais j'y étais déjà. Oui. Je voyais, j'avais des images. Tout de suite après, en rentrant, j'ai fait des dessins et j'ai écrit tout ce que j'avais vu. Et puis, je vois mes élèves et je leur dis, ça vous dit d'aller visiter un petit village? Ah oui, madame, bien sûr. Je dis, je ne peux pas vous dire exactement comment il est, je ne vais pas vous dire non plus comment je l'ai vu à l'intérieur, mais voilà, je vous dis, c'est un village qui est à peu près par là, ils m'ont dit, etc. Et je leur dis, faites attention à ce que vous voyez dans votre tête. Et vous allez donc l'écrire et le dessiner après. Ils travaillaient déjà beaucoup sur des choses comme ça, c'est-à-dire arriver à exprimer depuis l'intérieur des choses qu'ils n'avaient pas encore vues. Et on va après dans le village, mais j'étais sidérée, d'abord parce que tout ce que j'avais vu, c'était exactement ça. Et mes élèves, régulièrement, madame, regardez, la pierre que j'ai dessinée là, elle est là. Ils n'en avaient pas vu autant que moi, parce qu'ils n'avaient pas autant de pratique, mais voilà, pour dire que c'est tout à fait possible. Hein, voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est des choses comme ça que j'ai beaucoup explorées. J'ai donc quand même initié des élèves, particulièrement dans le centre de stage, mais aussi après, quand je suis remontée à Paris, puis après changé mon poste à Marseille, j'ai quand même essayé d'initier les élèves à ça. Ça les intéressait, mais même parmi les meilleurs élèves que je considère, on va dire, comme des disciples, parce qu'il y en a vraiment, ils sont super, eh bien, il n'y en a aucun qui a vraiment pratiqué ça. De temps en temps, ils me disent « Ah, j'avais senti, mais bon. » Parce que, en fait, ce n'est pas de leur faute. Hein. Cette profession est extrêmement difficile, avec des responsabilités épouvantables, et de plus en plus dans la paperasse et des tas de trucs. D'ailleurs, actuellement, je suis coach pour les aider. Hein. Oui, bien sûr. C'est vraiment très dur pour eux. Donc, je peux comprendre qu'effectivement, ils ne se soient pas vraiment consacrés à ça. Mais quand tu m'as demandé donc de faire une conférence où j'aurais pu traiter 1001 sujets, vraiment, on est d'accord. Tout d'un coup, quelque chose en moi m'a dit non, 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 là, tu repars au créneau parce qu'il faut vraiment maintenant que ça avance. On ne peut pas continuer comme ça maintenant. Il faut que, voilà, que des architectes s'y mettent, et puis que des clients aussi, parce que j'ai conseillé beaucoup de clients, d'ailleurs je continue, je veux dire, c'est ma niche. J'ai eu la chance de faire avec Laurent Marchand, oui, avec qui je travaille depuis déjà maintenant 10 ans, et qu'on salue, un Lolo. stage de scan thérapeutique. Et à un moment donné, il nous a fait nous connecter, parce que donc là, on travaille vraiment avec la connexion intérieure, hein, Tout à à fait. tout et dans l'énergie. Et à un moment donné, il a dit, bon ben voilà, on va travailler sur les lieux. Et à un moment donné, il se tourne vers tout le monde et puis il dit, bon, alors là, vous voyez, on a quelqu'un qui travaille depuis 40 ans là-dessus et qui nous dépasse tous. Ça m'a même gênée quelque part parce que j'aime pas trop, mais ça m'a donné confiance que, ben oui, finalement je ne me suis pas trompée. Et je pensais, parce que il avait dit, on va faire des spécialisations, il en a fait, et je lui avais dit, ah, ben, j'espère que tu vas en faire une donc sur les lieux de vie et l'habitat. Et puis finalement, non, mais il faut dire, bon, on ne peut pas lui en vouloir, il fait déjà tellement de choses. Et donc, là, je me suis dit, eh ben oui, ben, c'est à toi maintenant de le faire, puisque finalement, tu peux. Hein, il faut simplement avoir conscience. Alors, je suis très contente parce qu'il va y avoir donc un atelier qui va être une amorce quelque part pour des clients, mais aussi, j'espère qu'il y aura des architectes. J'ai prévenu plein de confrères. Ils seront au rendez-vous. Ils ont un peu de temps parce qu'ils sont débordés la plupart. Mais bon, ça me permettra aussi d'amorcer
tout un mouvement maintenant de, voilà, je vais me remettre beaucoup plus là-dedans, travailler ça. Alors, il Mmh. faut dire que quand je vais au Japon, donc j'y ai vécu 7 ans, et j'ai enseigné dans les universités, écoles d'architecture au Japon. Là, ce que je leur disais sur l'énergie, alors là, ça passe comme une lettre à la poste, hein. Pour eux, c'est normal, parce qu'ils partent de là, ils partent de là. Et je me souviens d'ailleurs d'une fois, j'ai- j'étais à Kyoto et j'étais dans un petit hôtel là, et tout d'un coup, parce que oui, je voudrais dire que on peut vraiment sentir, mais comme les animaux, c'est-à-dire qu'à un Mmh. moment donné, on sent comme un radar qui se met en Mmh. place pour trouver quelque chose. Alors moi, souvent, je me balance un peu comme ça. D'ailleurs, je me dis, je dois avoir un côté un peu autiste, parce que les autistes aussi, Se ils trouvent des balance. trucs comme ça. Donc, j'étais là, dans ce Mmh. petit hôtel, et puis je me disais, ah, il y a quelque chose là. Et puis, quand je fais ça, tout d'un coup, ça y est, comme les chiens, là, je Mmh. trouve l'endroit où va y avoir l'os à ronger, enfin, mon os d'architecte, on va dire. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, j'étais là comme ça, puis tout d'un coup, j'ai ah, c'est là. Et là, quand je trouve la direction, après, je pars comme en bateau, parce que par moment, Mmh il mh. faut prendre voilà, il faut prendre Un un large. bord, parce qu'on ne peut pas aller tout droit. Mais Mmh je mh. garde le focus et je suis arrivée en haut d'une colline. Il faut dire que Kyoto, c'est un mélange de nature totale, comme toutes les villes japonaises, et de Oui. ville, vraiment ville, hein. Donc, au milieu Mmh. de pleine ville, d'un coup, il y a une montagne, enfin une colline plutôt, Mmh. raide, hein, euh, avec vraiment, il peut y avoir des serpents dedans, des singes, enfin voilà, c'est sauvage, hein, c'est comme ça, Waouh! hein. Ah Même oui, à Tokyo, hein, c'est comme ça. Et donc, d'accord. bon, je monte, et j'arrive en haut, et il y avait un temple, et là, je sens une énergie. Je me dis, mais là, il y a quelque chose. Mais qu'est-ce que Mmh. c'est? Je ne pouvais pas dire ce que c'était, mais je sentais que c'était un lieu qui avait une force énergétique incroyable, et pour tout Kyoto. Mais je ne pouvais pas l'expliquer. Je vois mon ami architecte avec qui je travaille depuis 34 ans, et je lui dis, dis donc, Uzushi, là, je suis montée là, qu'est-ce que c'est? Il me dirait qu'il y a une... Il me dit, ah ben évidemment, c'est le lieu de fondation de Kyoto, où, comme en Chine, quand on fondait des maisons, des lieux, des villes, on enterre des tas de choses, hein. Donc, Mmh. pour, comment dire, pour marquer, voilà, dire oui, ben voilà, on s'installe là, et pour attirer des bonnes énergies, en fait, c'est ça, hein. OK. C'est-à-dire, en fait, on se concilie les énergies, et en mettant des reliques, de tout ce qu'on voudra. Alors, ce sont des pratiques qui ont existé dans notre tradition en Occident Mmh mh. pendant tout le Moyen Âge, encore un peu après avec les compagnons du devoir du Tour de France. Certains font encore des choses de ce genre, notamment on enterre dans les fondations quelque chose, et on va, quand on fait la charpente, on va mettre des branches, quelque chose. Mais pour dire à quel point au Japon c'est encore très vivant, et y Mmh. compris pour construire des buildings en béton, hein. Mmh mh. Une année, j'étais justement à Kyoto, et il y a un établissement qui réunit France et Japon, euh, qui était en train d'être construit. Et c'était mon ami architecte qui était en charge des travaux, et c'était déjà bien avancé. Et je dis à mes élèves, écoutez, on va aller visiter ce lieu, parce que vous verrez un chantier comme ça, puis vous rencontrerez mon confrère japonais. Au moment où j'arrive, mon ami Ozushi me dit, ah, la France, ah, tu tombes bien. Allez, on va couler le béton de la dernière dalle, là. Donc, il faut que tu écrives quelque chose. Alors, c'est sur des très longues feuilles. On appelle Mmh. ça des tanzaku. C'est voilà, un peu comme ça. Ah oui, Et et oui, parce qu'ils à écrivent, la verticale, à la hein. verticale, oui, Bon, bien moi, sûr. aucun problème, parce que j'écrivais déjà à la verticale en français, en anglais et en Ah ouais? japonais. Donc, et même encore maintenant, j'aime bien, avec les tracés de l'écriture japonaise. Oui. Donc, il me tend un tanzaku, et je ne me rappelle plus ce que j'ai écrit, j'aurais dû l'écrire après, mais bon, voilà, c'est venu, hein. J'ai été inspirée par une phrase
qui était comme une sorte de bénédiction pour, voilà, pour ce lieu qui allait Mmh. accueillir des. C'est une sorte de Villa Médicis à Kyoto. D'accord. Qui accueille des chercheurs, aussi bien français que japonais. Eh ben, Et donc, on a mis ça dans un tube en métal oui. et pour bien protéger, et ça a été jeté dans le béton. Je l'ai vu, on coulait le béton et voilà. Et je suis contente parce que quand je vais là-bas, je me dis: «Ah oui, là au-dessus de ma tête, il y a quelque chose Eh que oui, j'ai» et bien c'est sûr. pour protéger le lieu. Bon, moi, je Mmh. conseille toujours ça à mes clients et je l'ai fait bien sûr pour ma maison. J'ai enterré des choses sous le pilier principal et quand on a refait la toiture, j'ai dit: «Vous me mettez quelque chose là». Voilà. Mmh. Mais je dirais que ce qui est intéressant quand même, c'est que ces traditions, hem, qui ont perduré avec les compagnons bâtisseurs, après seulement eux, les enfin les gens qui travaillent sur les chantiers, les vieux maçons Oui. comprennent. Une fois, j'avais une amie ici à Porquerolles qui faisait refaire sa maison. Alors je lui ai dit: «Tu sais, tu as intérêt à mettre quelque chose, voilà, dans les fondations». Alors elle a pris une boîte, elle a mis plein de trucs et cetera, bon, et puis elle ne pouvait pas rester sur le chantier. Elle m'a dit: «Bah, écoute», alors j'étais chargée quand même d'aller faire des photos du je n'étais pas en charge du chantier, mais de faire des photos toutes les semaines pour lui envoyer, et elle me donne la boîte et elle me dit: «Bon, bah, alors, quand ils en seront à couler la dalle, hein, tu Ouais. viens, je voudrais que ça soit mis là, très bien». OK, je garde la boîte et puis, un jour, alors en plus j'étais partie ailleurs, avant il n'était pas question de la dalle, je reviens, ouh là là, il fallait couler la dalle, je me précipite, je vais chercher la boîte et je dis à Gaëtan qui était le chef de chantier, un vieux chef de chantier, et je lui dis: «Écoutez, vous vous rappelez, hein, il faut». Alors il prend la boîte, mais ça m'a touchée, mais à un point on ne peut pas imaginer. Il prend la boîte et puis, mais comme une relique, quoi, et puis il dit: Mmh. «Non, on ne peut pas la mettre comme ça». Il est allé chercher, vous savez, les, les emballages plastiques avec plein de Ah petits, oui, il y en a plein sur oui. les champs, et il l'a enveloppée avec un amour, tout ça pour la poser, voilà. Et là, Eh j'ai vu, j'ai oui. dit: «Ben voilà, ce vieux maçon, il a dû savoir que dans l'ancien temps, et il est content de pouvoir faire ça». Voilà. Mmh. Donc ça, ce sont des choses qui énergétiquement sont très puissantes et qui sont dans toute l'Asie. Dans le D'accord. fameux livre dont j'ai parlé tout au début, là, de Alain Danielou, Mmh il mh. en parle beaucoup. Il dit d'ailleurs que pour faire un temple, eh bien, ou des maisons, on va d'abord creuser la terre à un endroit et Mmh. on va allumer une bougie. Et puis on va voir si elle s'éteint ou si elle reste allumée. Si elle reste allumée, c'est déjà bon signe. Et Mmh. puis souvent, il faut plusieurs jours. Après, quand on voit que le terrain, parce qu'en fait, ça aussi, énergétiquement, c'est ce que j'ai appris à mes élèves, on peut peut-être pas construire partout. Des fois, le terrain est pas d'accord. Le Mmh. terrain, les animaux qui sont là, enfin voilà, il y a plein de choses. Il Mmh. suffit pas que le permis de construire ait dit: «Oui, oui, non, on peut». Non, non, il y a des terrains qui sont pas d'accord ou alors il faudra faire quelque chose. Mmh. Voilà, Alors c'est presque. Alors d'ailleurs, le Japon a complètement conservé ça, puisque au Japon, il y a énormément de cérémonies avec les prêtres shinto à plusieurs moments du chantier. Donc tout au début, euh, après, justement, ils demandent au lieu. Alors par exemple, il y a une maison qui est extraordinaire, qui est en plein Kyoto. C'était mmh un mh. tout petit terrain avec un cèdre magnifique, un tronc énorme. Et Mmh. on ne pouvait pas construire parce que les parcelles au Japon sont toutes petites, sans couper le cèdre. Oh. Donc, il y a des cérémonies où on a demandé au cèdre la permission de le couper. Mmh. Et finalement, dans l'énergie, ils ont senti que c'était OK. Ils l'ont coupé, mais alors c'est très très beau. Toute, comment dire, la base, hein, Est c'est bien resté. plat, Ouais. c'est dans l'entrée, ça constitue une grande table dans l'entrée Oh sur waouh! laquelle tous les jours le propriétaire place un verre d'eau avec un pliage rituel comme on fait dans la religion shinto pour Mmh. continuer d'honorer cet arbre, sa mémoire et Mmh. son âme. Donc Mmh. voilà, c'est des choses extrêmement importantes. Alors,
pour dire à quel point on ne peut pas quand même forcément faire ce qu'on veut partout. J'ai eu la chance extrême, dans les débuts de ma carrière, quand j'étais dans le centre de stage, d'avoir un client qui savait qu'on avait ce centre de stage expérimental, et c'était un médecin-chercheur. Il venait d'acheter un mas qui s'appelait le mas des Trois Fontaines, avec plein de bâtiments, mais tout en ruine, sauf un toit où il y avait encore... et puis, il y avait des tuiles encore en bon état, empilées quelque part. Mais il n'y avait plus d'eau, il n'y avait pas d'électricité, bref, il fallait faire beaucoup de travail. Il vient nous voir et il dit, écoutez, ça m'intéresse beaucoup votre travail, moi je suis chercheur, alors je vous préviens, pas de limite de temps, pas de limite d'argent, et vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Alors, Bien. je veux dire, il y a des tas d'architectes qui arrivent à la fin de leur carrière, ils n'ont jamais eu cette chance-là. C'était un Mmh. cadeau, mais Mmh. inestimable. Donc, je Mmh. mets tous mes élèves là-dessus, on se met à travailler. Et comme on travaillait de manière expérimentale, je leur avais dit, on note tout, nos rêves, nos impressions, tout. Alors, ça n'empêchait pas un travail très rationnel d'architecte qui se renseigne sur est-ce qu'on peut, voilà, combien, est-ce qu'on peut rajouter des mètres carrés, enfin tout, 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 tout. Mmh. 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 Mais il y avait tout ce côté-là, et on enregistrait en plus, on faisait des audios. Hein. D'accord. Et il y avait j'ai su que ce mas avait été habité par deux frères qui se faisaient la guerre à la fin de leur vie et communiquaient par injures écrites sur les murs. Donc déjà, il n'y avait pas, au niveau de l'énergie, une ambiance extraordinaire, mais bref. Tu m'étonnes. Et puis, il y avait, comme dans toutes ces maisons cévenoles, où on est en pays protestant, interdit d'enterrer les protestants dans les cimetières catholiques, donc ils sont enterrés dans le jardin ou dans les maisons, ou même des fois sous les dalles. Hein. Une fois, Waouh. j'étais dans une maison, il y avait un paysan, il disait « Ah, la mamée », il montrait une porte. Moi, je lui disais « Elle doit être dans la pièce à côté ». Pas du tout. Elle était sous les dalles de la pièce à côté. Waouh. OK. C'est comme ça, hein, dans les Cévennes, c'est comme ça. Et donc, dans ce mas, il y avait un endroit, comme une espèce un peu, une cave, mais bon, on y accédait, hein, on ne descendait Mmh. pas, Mmh. où il y avait deux tombes, mais qui avaient été profanées. On ne voyait même plus les os, enfin bon. Et ce n'était pas moi qui faisais tous les relevés, hein, je demandais à mes élèves de prendre toutes les mesures. Aucun élève n'a voulu faire le relevé de cette cave. Ah non, madame, maman, je ne peux pas. Ah non, non, Mmh. non, je ne me Mmh. sens pas bien, etc. Je ne crois même pas qu'ils avaient vraiment réalisé que c'était des tombes. J'en ai pas parlé, enfin bref. Donc c'était moi qui étais obligée de faire le relevé parce que, bon, voilà, ça ne m'impressionnait pas. Je suis protestante en plus, donc je me suis dit, bon, ben voilà, ils sont ailleurs, c'est pas grave. Et pour dire à quel point l'énergie, quand même, alors moi j'ai aussi, je dirais, la capacité, dans plein de lieux où l'énergie n'est pas bonne, de Mmh. immédiatement faire, C'est ça. sans même chercher. Hein. C'est ça, Alors, c'est ce que je je ne l'ai pas fait toujours, comment dire, maintenant c'est inconscient. C'est-à-dire que je balaye inconsciemment. Ça ne peut tu pas m'arriver. nettoies. Tu nettoies Mais, aussi les lieux? pardon? Tu nettoies les lieux? Oui, mais c'est Mmh. comme ça. Hein. Mmh. Ça se fait tout seul. Mais Mmh. pendant longtemps, je l'ai travaillé consciemment, je chantais dans des endroits, je faisais enfin, plein de trucs, hein, parce que je Mmh. sentais que c'était vraiment, voilà. Mmh mh. Donc, par exemple, j'ai habité un château, là, justement, dans les Cévennes, et pareil, il y avait des temples qui avaient été profanés, et là, je me suis dit, bah, je suis allée chanter sur le lieu. Et puis après, bah, ça allait, voilà, je sentais que ça Mmh. allait. Donc, en fait, c'est vrai que des fois, il faut volontairement, et je conseille aux gens qui n'ont encore pas beaucoup travaillé sur ces énergies, plutôt de le faire, hein, plutôt que de se laisser, voilà. Hein. Bon, moi maintenant, je fais ça comme ça, donc j'ai pas besoin de. Voilà. C'est ça. Alors là, pour dire à quel point on pouvait sentir ça, Mmh. j'avais un confrère qui travaillait à Nîmes, pas loin, et qui savait qu'on était en train de faire ce projet. Et un jour, il arrive, c'était donc à peu près à 40 kilomètres, il dit « Ah, tu me montres l'os que vous êtes en train de ronger ?» Donc, je l'emmène sur le terrain.
Et je lui dis: «Ben voilà, il y a ci, il y a ça, on va faire ci, ça». Il rentre dans la cave, je vais pas parler non plus de il rentre dans la Mmh. cave, il ressort mais comme une bombe en faisant: «Brrr, on n'est pas bien là-dedans». Je lui dis: «Comment toi tu» il fait: «Ah non, 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 non». Donc pour dire que voilà, même quelqu'un de très rationnel a aussi ce Bien sûr. côté, on va dire, animal qui peut sentir que ça va pas, hein. Mmh, mmh mh. Mmh. Donc c'est très important ça, parce que les animaux, vous prenez un chien, vous prenez un chat, vous mettez le chien, vous dites: «Ah bah tiens, je vais lui mettre sa niche là dans le jardin». Mais c'est pas du tout l'endroit où il a envie d'être. Il est capable, même si vous l'attachez avec à la niche, de la tirer avec toute sa force à un autre endroit. Quant Mmh au mh. chat, s'il veut pas aller dans le panier que vous lui avez acheté là, qui est non, il ira ailleurs. Parce que les animaux sentent ce qui leur convient, hein, et ils savent Bien se sûr. mettre au bon endroit. Alors malheureusement, à l'heure actuelle, beaucoup de gens ont complètement perdu même le ils ne sont pas capables de sentir qu'ils ne sont pas au bon endroit. J'ai beaucoup Mmh. fait travailler mes élèves là-dessus parce que si un architecte n'est pas à la bonne place, alors là, autant dire que c'est pas la peine que Il est je le mal barré, diplôme. c'est Donc ce sûr. que je faisais avec mes élèves, dès la première année, heu, ils rentraient dans la salle et moi, je pouvais sentir s'ils étaient à une bonne place pour eux ou pas. Parce Mmh. que c'est fonction de notre énergie et ça change. Il ne faut pas croire que parce qu'on a pris telle place tel jour, c'est toujours la bonne. D'autant que peut-être quelqu'un à côté n'est plus le même ou qu'on a une autre mère, peu importe, hein. On n'est pas Mmh. toujours à la même bien à la même place. Donc moi, je passais derrière et je disais: «Non, toi, tu es pas à la bonne place. Allez hop, vous vous relevez tous, vous tournez, vous» et ça tous les jours. Mmh. Donc C'est au bout d'un fou! moment, ils trouvaient J'en la bonne pouvais plus. place. Ah bien! Mais oui, mais bien Et pas sûr, forcément, parce bien que sûr. voilà, parce que après en plus je leur disais: «Essaye de vraiment ressentir comment tu es dans ton ventre, est-ce qu'il y a pas des trucs qui bloquent et cetera? Tu es vraiment sûr que tu es à la bonne place?» Voilà. Donc on a beaucoup travaillé Mmh. là-dessus, j'ai pu voir, oui, on peut trouver. Sauf qu'à l'heure actuelle, bah, la plupart des gens, ne savent pas se mettre à la bonne place et ça ne veut pas dire que la place est mauvaise, hein, attention. On n'est Mmh. pas du tout dans la dualité, hein. Ça, je l'ai bien annoncé dans la conférence, ça Tout n'a à fait. rien à voir. C'est un équilibre d'énergie qui sont en perpétuel mouvement dans le monde. D'ailleurs, les Japonais, j'ai pas eu le temps, j'aurais aimé faire un truc pour le montrer, mais je vais essayer d'expliquer. Les Japonais ne sont pas dans la dualité. Ils voient les complémentarités, ils voient les différences, mais pour eux, la dualité, ça ne veut pas dire grand-chose. D'ailleurs, même dans la langue, on s'en rend compte, dans plein de trucs, hein. Mmh. Euh, alors, par exemple, quand on avait fait cette fameuse conférence avec mon ami architecte, là, pour tous les architectes français, et qu'on ne trouvait pas le moyen de montrer comment un Japonais perçoit l'espace, ce qui n'a rien à voir avec la perception occidentale, j'ai été obligée de trouver un dessin qu'on a gardé depuis qui marche très bien. En fait, je montrais un cercle pour montrer la perception de l'espace au Japon. C'est un cercle mouvement. On va dire c'est la perception du monde en général. Je le résumais sous forme d'un croquis. Un cercle en mouvement. Sur ce cercle, je prends d'un côté un point A et de l'autre côté, à l'opposé, j'ai du mal parce que, voilà, un Oui, c'est point à B. l'inverse. Voilà. Et donc, ils sont à l'opposé. Et ils tournent. Et donc, je mets le sens de la flèche qui tourne. Mmh. Et je ne sais pas d'ailleurs si je ne pourrais pas mettre ça dans le chat après, si ça Oui, intéresse les. Voilà, je bien fais sûr, le ça partage peut se faire, tout parce à que fait. c'est difficile à comprendre. Donc ça, c'est la manière de concevoir l'espace en mouvement. Il y a des éléments, j'en prends que deux, A et B, hein, et ils sont dans un tout en mouvement. Maintenant, je vais du côté occidental. Je ne vais pas voir le cercle de face en train de tourner, je vais le regarder sur la tranche. Donc, je ne vois plus qu'une ligne droite. Mmh.
Et si je reprends le sens de, comment dire, de déplacement, Mmh. eh bien, quand A descend, B monte. Et oui. Donc, A est opposé à B. Mmh. Et c'est comme ça qu'on voit en Occident. Au Japon, non. Si on vous dit, mais on dit, mais c'est quoi? Non, non, c'est pas, non, non, on comprend pas. Voilà. Hein. On peut expliquer les différences, mais il n'y a pas, voilà. C'est. Et d'ailleurs, on voit bien, oui, il y a même, on pourrait dire, une certaine imprécision dans la langue par moment, parce que les choses ne sont pas du tout aussi, comment dire, pointues, spécifiques. Vous savez que le français est la langue la plus, comment dire, précise du monde, au point Mmh. que dans les congrès scientifiques, quand plus personne s'entend, on dit on va prendre le français. Parce qu'en français, un chat est un chat. Hein, et voilà, quand deux choses s'opposent, on ne peut pas dire qu'elles font partie d'un tout. Hein, il y a quelque Mmh. chose. Donc, pour dire à quel point ça aussi, on est plus déjà dans l'énergie de tous Mmh. les éléments qui vont composer ce monde, et entre autres, l'espace et l'architecture. Alors, Mmh. je regarde un tout petit peu mes notes. Oui, bien sûr, prends ce Je sais temps. pas On a si au point de vue du temps, tu me dis, Ah oui, oui, prends le temps qui justement que tu as bon, dont tu as besoin. Et puis j'ai des questions et puis bien évidemment, chers alors il y a, auditeurs, si vous voilà, avez des questions, vous pouvez écrire je dans le vais chat. parler d'une deuxième expérience qui m'a profondément marquée, et heureusement, bien qu'elle ait été assez douloureuse, Ah, mais au moins, pourquoi? elle m'a permis de vraiment, euh, oui, encore plus enseigner ce côté de l'énergie en architecture et dans les espaces à mes élèves, pour même les protéger. Voilà ce qui s'est passé. Euh, alors là, j'étais déjà un peu plus avancée dans ma carrière, et des amis dans un groupe avaient loué un local, c'était pour faire de la méditation d'ailleurs, Mmh. donc c'était une location. Mais ce local, il y avait des cloisons, donc ils n'arrivaient pas à avoir une pièce assez grande pour leur salle de méditation. Et puis, ils me disent, bon, est-ce que... Alors je dis, bah oui, vous pourriez peut-être effectivement transformer. Je dis, mais attention, là, on est dans de l'ancien, et puis de toute façon, vous ne pourrez pas faire des transformations comme ça sans demander l'autorisation, parce que c'était important à votre propriétaire. Et bien sûr, le propriétaire a dit, ah oui, non, là, moi, je veux enfin, qu'un architecte propose, etc. Mmh. Donc j'y vais, je fais les relevés, etc. Et je vois qu'il y avait une cloison, celle qui voulait faire tomber, qui était sous une poutre, mais enfin une cloison, c'est pas porteur. C'est la poutre qui porte ce qui était au-dessus. Mmh. Donc, je leur dis, bah, écoutez, voilà, je propose que vous puissiez faire tomber cette cloison, proposer le plan à votre propriétaire, s'il est d'accord. Alors, je n'étais pas responsable du chantier. Hein. Ouais. Et bon, le propriétaire dit d'accord. Mais je dis tout de suite, parce que c'était eux qui allaient faire les travaux, même pas une entreprise, qui, elle, aurait fait très attention. Je dis, alors je vous préviens là, hein, vous y allez vraiment par petites tranches. Vous Mmh. enlevez d'abord une petite tranche de, on va dire, 50 centimètres maximum contre le mur, là, et vous attendez 2 jours. Si jamais il y a des fentes, vous arrêtez, vous rebouchez tout. Sinon, vous continuez encore un peu. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, peut-être que vous pourrez tout faire tomber. Je vous Mmh. dis ça, dans l'ancien, il faut se protéger. On ne sait pas comment les éléments ont pu jouer. Oui. Bon, et bêtement, mais en même temps très bien, un matin, j'y vais pour prendre une dernière mesure parce qu'ils avaient besoin de savoir comment ils allaient mettre leurs éléments dans la grande salle, je ne sais pas quoi. Et il y avait un des gars de cette équipe-là, l'association, qui était déjà là, avec des outils, en fait, qui voulait commencer le chantier. Et moi, bêtement, je m'enferme dans une pièce où je devais mesurer des trucs, en me disant, oh là là, hein, moi, alors là,
je le sais, en tant qu'architecte, je n'ai pas le droit d'être sur le chantier puisque je ne Mmh. n'en suis pas. Mais enfin, c'est pas parce que, hein, je veux dire, je ferme la porte que. Et tout d'un coup, j'entends bam, bam, bam. J'aurais dû évidemment sortir et dire tu arrêtes là. Mais Mmh. ce côté un peu idiot de me dire ah non, non, moi, je ne suis pas responsable du chantier, C'est je, mental. je n'y vais pas. Mmh. Et on va dire même pas une demi-heure après, je sors, toute la cloison était par terre. Et là, je passe sous la poutre. C'est pas, comment dire, j'ai eu un choc, mais c'est en passant sous la poutre que là, j'ai eu l'information. J'ai dit, oh là là, là, il faut étayer tout de suite. Le gars me dit, oh non, écoute, alors les architectes, non mais vous êtes Mmh. des abrutis de première. Tu vois Mmh. bien qu'elle ne bouge pas la poutre. Je dis, oui, mais... Et il me sort. Alors j'étais ridiculisée, et bêtement, j'ai perdu mes moyens. Euh, je ne savais Mmh. pas encore assez faire autorité. Bon, voilà, hein, j'avais encore de la bouteille à prendre. Et il me sort un petit canif, un opinel, et il pousse un escabeau et me dit monte et regarde, pique-le. Bon, évidemment, là, ça rentrait même pas de 1 millimètre. Il me Mmh. dit tu vois, non mais vous êtes des abrutis. Hein. Et je m'en vais. Je me couche. À 2 heures du matin, je suis réveillée un coup dans le plexus. Et là, d'ailleurs, j'ai compris tout de suite, je savais immédiatement, la poutre venait de craquer. 2 heures du matin, je ne pouvais pas avertir tous ces gens, les réveiller, dire allez-y. Je me suis dit, ça se trouve, ils vont me prendre pour une folle, mais j'en étais sûre, je le sentais. Et j'en avais d'autant la confirmation que dans ce fameux livre de Alain Danielou, où il parle comment les architectes de l'Inde autrefois, et même encore maintenant, s'identifient totalement à la construction. Le corps de l'architecte est identifié à ce qu'il construit. Moi, je le Mmh. sais, hein, parce que je vous parlerai à nouveau du mas des Trois Fontaines avec le chercheur. Mmh. Donc, là, je me suis dit, voilà, ton corps a réagi, c'est sûr que. Et donc, du coup, comme j'avais 2 étais, je les ai chargés dans ma voiture en me disant, s'ils m'appellent demain matin, probablement à 8 heures, j'avais 30 kilomètres à faire, j'irai à fond la caisse. Ça n'a pas loupé. À 8 heures, allô, tu peux venir? La poutre, elle a fléchi. Mmh. Alors, immédiatement, il fallait que je me couvre parce que ça pouvait se savoir que j'avais été sur le chantier. Puis non, puis voilà. Quoi, Mmh. Donc, j'ai fait appel Et à oui. un ingénieur Socotec parce que j'ai immédiatement fait les calculs en me disant, bon, il va falloir étayer là et là. Mais là, je voulais vraiment être. Donc, l'ingénieur est arrivé, un type très sympa d'ailleurs. On a calculé à nouveau ensemble, vérifié tout. Il m'a dit, non, non, mais là, c'est bon. Est-ce que vous aviez trouvé? Je vous confirme, c'est bon. Mais le Mmh. plus fort, c'est que quand tout a été terminé, cet homme, les ingénieurs Socotec sont des gens très rationnels, hein, m'a dit, vous savez, je vais vous dire une chose, on n'est pas dans les matériaux et on ne peut jamais savoir comment les liaisons atomiques ont travaillé à un moment ou à un autre et se sont en fait disjointes pour une raison ou une autre. Et là, c'est le cas. Vraiment, j'étais là, je ne lui ai pas dit, bah oui, je l'avais senti, mais je me suis dit, oh merci. Il Mmh. est en train de me confirmer. Et il m'a dit, on aurait pu faire tous les examens avec des Et appareils, on l'aurait on pas ne prévu. pouvait pas le savoir. Eh oui. Donc j'ai dit, bah, ok, moi je l'avais su, hein, et j'aurais mieux fait d'ailleurs de faire étayer tout de suite. Mmh. Voilà. Alors pour en revenir au fameux mas des Trois Fontaines de ce médecin-chercheur, euh, on avait tout le temps l'argent, etc. Mais on ne trouvait jamais où mettre l'entrée. On avait déjà trouvé plein de trucs, des labos, tout ça, et le client était très content. Mais voilà, l'entrée, on le sentait, c'était jamais ça. On avait des tas d'esquisses, mais c'était pas ça. Alors, au bout de 3 mois, je me suis dit non, là, si on ne trouve pas ça ce matin, on va être obligé de lui dire on arrête. Parce qu'il faut quand même être correct. Voilà, hein, faut pouvoir trouver, parce que ça pourrait durer comme ça. Donc, je dis ça à mes élèves. Je dis écoutez, là, on a la matinée pour trouver où on va mettre l'entrée. On va tout ressortir, tout étaler. On avait une immense salle.
on va réécouter les audios, on va tout revoir, les éléments. Il y a quelque chose qui nous échappe. Voilà. Bon, il faut dire qu'entre-temps, il s'était passé d'autres choses. Le propriétaire avait déjà pris un conducteur de travaux parce que Mmh. on pouvait déjà déblayer un peu les abords voilà, le chemin, tout ça. Et j'étais souvent en contact avec lui, un type très sympa d'ailleurs. Et on avait demandé aux propriétaires d'à côté s'ils étaient d'accord, puisqu'il n'y avait pas d'électricité, pour qu'une ligne d'électricité passe un peu au-dessus de leur terrain, au bout de leur terrain, pour arriver jusque dans ce mât. Et les gens avaient dit: oh, bon, oui, pas de problème. Et puis, il y avait des tuiles, donc, qui étaient en bon état, qu'on avait Mmh. bien mis de côté pour pouvoir les réutiliser sur une toiture. Et puis, il n'y avait donc pas d'eau. Et donc, le propriétaire m'avait dit, bah, faites venir un puisatier. Et j'ai fait venir le meilleur puisatier des Cévennes, qui me dit, là, à 8 mètres, on peut y aller. Donc, je fais venir un engin pour forer. Et on fore, 8 mètres, rien. Et je dis, bon, bah, allez-y encore 10 mètres. Et on avance. Et au fur et à mesure, et là encore, le corps de l'architecte, qu'on creusait, j'avais mal au bide. Voilà, la terre en moi, le bide, Ouais, ouais. c'était atroce, j'en pouvais plus. On arrive à 25 mètres, j'ai cru que je crevais. J'ai appelé le propriétaire qui me disait, oui, oui, continuez, continuez, parce que ça coûtait des sous en attendant. Mais comme il y avait... Mmh. Je lui ai dit, non, écoutez, là, vous pouvez continuer tout seul, mais moi j'arrête. Parce que là, je suis en train de crever. Hein, et vous le savez, il y a une Mmh. correspondance, il comprenait tout ça. Donc on arrête. Il dit, bon, bah, d'accord, on arrête, on verra comment on amènera l'eau autrement. Donc on avait... et puis, ah oui, donc on n'avait pas d'eau. À la porte L'électricité, d'entrée. on pouvait, parce que les voisins avaient dit d'accord, Mmh. et les tuiles étaient encore là. Un jour, le conducteur de travaux m'appelle, vous savez quoi? Les tuiles ont été volées dans la nuit. Ah bon? Bon, ben, on en rachètera d'autres, puisqu'il a les moyens. Et puis, il me rappelle 2 jours après, vous savez quoi? Les voisins, là, ils sont plus d'accord pour faire passer le courant. Ah, d'accord. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, le terrain Vous était en n'étiez train pas de d'accord. résister. Quelque Mmh. chose disait non. Alors, je n'étais pas folle, je comprenais, mais je me disais, bon. Donc, ce matin où j'ai dit aux élèves, on trouve l'entrée, mais c'était pour entrer dans, comment dire, que le terrain nous autorise aussi en Mais même temps. bien sûr, Et là, c'est je leur ai symbolique. dit, écoutez, il y a cette cave où aucun de vous n'a voulu faire le relevé, hein, vous n'en seriez pas mort, mais bon, ok, je comprends. On n'a encore jamais étudié de mettre l'entrée à cet endroit. Je vous demande d'étudier une entrée qui soit la plus zen possible, la plus pure, qui soit Mmh. comme quelque chose qui nettoie cet endroit par une architecture voilà, lumineuse. Hein. D'ailleurs, on entre dans ce laboratoire de ce chercheur, Mmh. c'est important d'avoir ça. Ils Bien s'y sûr. mettent tous, et tout d'un coup, il y en a un qui m'appelle, il me dit, Madame, je crois que j'arrive, je dis, waouh, c'est bon, je crois que là, c'est bon. Et c'était bien parce que il était pratiquement midi. En plus. Donc je dis, bon, ben écoutez, on va voir, hein, on va lui proposer, mais le plus beau, et c'est là où on voit que tout se parle dans l'univers, toutes ces énergies se parlent. Ça n'était qu'un dessin, hein, Mmh. et on n'était pas dans le mas des Trois Fontaines. Le conducteur de travaux m'appelle à 2 heures. Vous savez quoi? Alors je ne sais plus dans quel ordre c'était, hein, je vous le donne, mais euh, l'eau a jailli. Ah, Waouh! bon, ben, je dis, c'est pas mal. Je ne lui dis pas qu'on avait trouvé l'entrée. Ouais. Il me rappelle 1 heure et demie plus tard. Vous savez quoi? Les voisins, ils sont d'accord pour que le fil électrique passe au-dessus. Et là, j'étais en train de me dire, oh, il va sans doute me rappeler pour la suite. Effectivement, il me Ouais, rappelle à la fin de la journée. Vous savez quoi? Les tuiles, elles sont revenues. c'est pas vrai. Oui.
Voilà, Donc là, on avait le OK. c'est ça. C'est on peut Ça a été pour moi un des plus beaux enseignements de ma carrière, où j'ai pu comprendre tout ce dialogue entre tous les ingrédients, les énergies et tout ça, oui, dans l'énergie, puisque Bien sûr. on n'a pas Mais oui, construit cette entrée, on n'a fait que sur un papier, bien sûr, mais mais dans l'énergie, la cave, tout ça, tout c'est ça, dans l'énergie, c'était aussi dans la matière parce que le graver sur le papier, c'était d'une certaine manière oui, déjà le matérialiser. bien sûr, mais quand même, voilà. Ouais, Donc pour dire que ça, c'est vraiment très, très important. Ah, je oui. vois que la batterie est faible, 10. Alors, moi, j'en Attendez, je vais demander: oui, «Sabine, tu peux m'amener parce que la alors batterie est à 10. je vous invite à Excusez-moi». je vous invite à poser vos questions à, Hélène. Moi, j'en ai beaucoup en fait, parce que tout ce que tu dis est très intéressant autour de l'énergie. Tu as parlé de physique quantique et tu as parlé de ces endroits, de ces lieux, qui ne sont pas forcément d'accord. Alors tu nous as raconté un certain nombre d'anecdotes avec cela et c'est vraiment très puissant. Quand tu parles de du lieu, c'est aussi parfois des entités qui sont présentes, que tu peux ressentir, des choses, est-ce qu'on Voilà, pourrait parler d'entités? donc si on peut avoir un fil pour, rebrancher. Je suis désolée, hein, mais beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui à Porquerolles, Oui. mais on y Et arrive. c'est OK, c'est OK. Dans l'énergie, c'est OK. Alors, OK, on a retourné la Alors tablette, c'est bon. je Voilà je vous et rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions. Voilà, on doit être bon là. alors je sais pas, ça glisse un peu, mais c'est pour pouvoir, Vous pour pouvez qu'on à tout moment poser vos questions à Hélène. On a eu énormément, d'anecdotes, de partages. Bien ah ben sûr, vous voilà, pouvez, très bien, utiliser le chat pas le qui est cacher. là pour que vous puissiez poser vos questions et puis bien sûr, si vous avez des questions sur, l'atelier qui va avoir lieu, prochainement, vous pourrez également les Oui, poser dans le hein? chat. Merci à vous. Je vois un peu le chat là. Non mais elle va vous Hélène, tu es avec ça nous? devient un tel bazar qu'elle a enlevé mon Tu es écran. avec nous? Ça Tu y es est, avec c'est nous? bon, Oui? c'est bon. OK, on est bon. Bon, Parfait. alors Alors on maintenant a oui, oui, dis-moi. pardon. Non, non, prends le temps de Alors regarder dans le maintenant pour vous chat le parler, monde oui. de rapidement, on ne va pas le détailler, ce sera plus dans l'atelier d'ailleurs, Mmh mh. heu, comment, voilà, comment aussi j'ai enseigné l'architecture à partir donc de l'énergie, mais évidemment, cette énergie, elle devient matière à un moment donné, hein, Mmh. et donc on peut effectivement, comment dire, avoir des informations sur un lieu, et tout ce qu'on va mettre en œuvre pour faire de l'architecture ou pour transformer un lieu. Ça peut être aussi pour faire des jardins, hein, c'est pareil. Bien sûr. À partir de nos sens, hein. Donc la vue, l'ouïe, hein, parce que, par exemple, simplement, on sait, par exemple, les couvreurs, ils sonnent les tuiles hein, pour savoir si elles ne sont pas un peu fêlées. Hein. Et puis Mmh. aussi pour, comment dire, les résonances dans une pièce, est-ce que c'est pas trop. Voilà. Donc, un architecte, il se préoccupe de ça. Mmh. Euh, on se préoccupe aussi du côté kinesthésique, hein, le Mmh mh. toucher, etc., les mouvements qu'il va y avoir dans l'espace. Donc tout ça, c'est à partir, et même l'odorat, hein, parce que ça Oui, joue aussi, bien les sûr. matériaux ont une odeur. Voilà. Donc, on va se servir de ça. Mais on se sert donc de cette intuition qui va nous donner des tas d'informations sur des tas de choses qu'on ne peut pas percevoir. Là, je vous ai donné donc des exemples, deux exemples dans ma carrière qui ont Mmh bien mh. montré que voilà, il fallait aussi. Alors, euh, on va être obligé, l'architecture en fait, et puis l'aménagement de l'espace, c'est un, comment dire, c'est comme, on pourrait dire, comme une recette de cuisine ou faire un gâteau. Il y a tellement d'ingrédients qu'il va falloir tous les harmoniser. On pourrait dire aussi, c'est comme pour un, comment dire, en musique avec tous les instruments. Oui, Hein. bien sûr, un Il orchestre. faut que ça soit harmonisé. Donc, Mmh.
on va être obligé d'harmoniser énormément de choses et en plus avec les utilisateurs, donc leur énergie, et en fonction d'une utilisation particulière, hein, qui n'est pas la même si, voilà. Bon. Donc ça fait beaucoup de choses. Alors je vais citer rapidement des tas d'ingrédients qu'on doit donc mettre en œuvre. Bon, je ne retrouvais pas ma page. Mais je ne vais pas tous les dire parce qu'il y en a bien plus. Il y en a des tas qu'on ne connaît même pas encore. Donc, il y a le terrain, la nature du terrain. Est-ce que on est sur un sol granitique ou argileux, etc. Donc, je l'ai dit, il y a les personnes. Et si je dis tout de suite les personnes après, c'est parce que j'ai pu m'en rendre compte. Il y a, suivant d'ailleurs, c'est souvent lié au groupe sanguin, mais pas seulement ça, hein, mais principalement quand même, il y a une affinité en fonction des groupes sanguins pour certains types de terrains. Par exemple, sur les terrains granitiques, c'est le groupe O. C'est le premier qui est apparu d'ailleurs. Et d'ailleurs, à la préhistoire, ils étaient surtout sur les terrains granitiques. Hein. Mais après, quand on passe avec l'arrivée de l'agriculture, et c'est le groupe A, hein, oui c'est ça, A, et bien là, ils sont mieux sur des terrains qu'on va pouvoir cultiver. Hein, voilà. Donc, ça peut paraître idiot, mais voilà, c'est quand même important. Et là, on revient bien au côté animal. Hein. Les animaux se mettent à certains endroits et pas à d'autres. Hein. Voilà. Alors, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a tellement d'autres ingrédients qui vont pouvoir, comment dire, plus ou moins influencer ou permettre à quelqu'un du groupe A de quand même vivre sur du granit, parce que, vous savez, c'est comme dans une recette, des fois on a mis trop de sel, ça devient immangeable, bon, on va remettre un peu de sucre, et puis finalement, voilà. Mais en architecture, c'est pareil. Hein. Il y a des moments, il faut, voilà, il y a un petit quelque chose, on va rajouter autre chose. Hein. Donc, il n'y a pas, là aussi, c'est une chose que j'ai apprise, c'est que tout est possible, c'est bien le cas de le dire. Comme dit Laurent, il y a des moments où on dit non, là, c'est pas possible. Et puis, finalement, en combinant un nouvel élément auquel on n'avait pas pensé, il amène une énergie qui fait que, ça y est, tout s'harmonise. Alors, dans ces ingrédients, donc, on a le terrain, les personnes, attendez, je vais allumer parce que là, je ne vois plus ma feuille. Donc, je me mets une petite lumière. Voilà. Donc, il y a les plantes. Les plantes vont avoir de l'influence aussi. Hein, il va falloir. J'ai parlé de ce fameux arbre à Tokyo sur un terrain. Donc, il faut lui demander. Et souvent, d'ailleurs, on va sur des terrains où il va falloir couper des plantes. Hein. Donc là, c'est très important de demander aux plantes. Après, il y a des animaux. Souvent, on ne sait pas lesquels c'est. Hein. Des fois, dans les Cévennes, par exemple, c'est les sangliers. Hein. Alors, si vous leur voilà, si vous ne vous mettez pas d'accord avec eux, ils vous défonceront toutes les barrières que vous pourrez mettre après. C'était, ça, on a pu le voir. Donc, des fois, il faut. Bon, ils ne sont pas là au moment où on fait les relevés et tout, mais on voit bien, il y a des traces. Donc, on va leur demander gentiment, voilà, dans l'énergie. Bon, écoutez, désolé, mais là, si vous pouvez passer par ailleurs, parce que, voilà, on va construire quelque chose. Hein. Et puis, des fois, il y a même des gens qui disent, bah oui, on va leur offrir quelque chose une mare un peu à l'extérieur où ils pourront boire, mais au moins ils ne rentreront pas. Hein. Voilà, donc on va ménager tout ce qui est là. Hein. Après, évidemment, il va falloir combiner tout ça avec le climat, c'est-à-dire température, pluie, neige, soleil, vent. Hein, c'est extrêmement important, là encore. Alors après, on va mettre en place, aussi bien dans le jardin, mais avec l'architecture, des formes avec des matériaux des lois, des normes. Ça aussi, si on ne combine pas avec ça, alors là, je peux vous dire que ça bloque vite. Mais on arrive à trouver, à contourner. Un financement qui n'est pas toujours aussi comme celui que j'avais eu pour le médecin-chercheur. L'écologie, hein, les goûts culturels. Alors, les goûts culturels, des fois, c'est très difficile d'arriver à faire quelque chose parce que les gens disent ah non, 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 moi, par exemple, combien de clients sont venus, je veux une maison avec des fenêtres
à petits carreaux comme ma grand-mère. Oui, je les écoute, hein, je prends bien note. Mais des fois, je vois bien que dans leur énergie, ça ne correspond plus. C'est-à-dire que Mm. c'est une croyance. On a toujours fait comme ça. Et donc, ça me conviendra. Non, c'est terminé maintenant. Ils peuvent avoir des grandes baies. Alors là, il va falloir travailler, les amadouer. Donc, il y a un côté qui va être très important, c'est d'adapter. Des fois, même, c'est l'entreprise qu'on a prise. Et on lui dit, ah ben, tiens, on pourrait faire sans ça. Et il vous répond, ah non, nous, là, on ne sait pas faire. Donc, soit il va falloir changer d'entreprise, soit il va falloir changer de ce qu'on avait prévu de mettre en œuvre. Donc, il faut être souple en architecture. Après, il y a en plus des goûts culturels, il y a les goûts personnels. Ça, c'est quelque chose d'important, mais des fois, là encore, ils sont complètement faussés par Mm. des toxiques dans le mental, des trucs qui n'aident pas les gens. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que la couleur bleue leur convient très bien, alors que non, ça va les déprimer, ça va les... Voilà. Hein. Après, donc je l'ai dit, évidemment, il faut combiner avec les entreprises, les technologies, la durabilité, la proxémie. La proxémie, c'est quelque chose de très important. C'est les distances, on va dire. Alors, au départ, celui qui a étudié la proxémie aux USA avait déterminé la distance intime, donc on est contre quelqu'un. Hein. Après, il y a la distance personnelle, elle varie suivant les cultures. La distance personnelle d'un arabe, il faut qu'on soit à longueur d'haleine. Donc on est Mm. contre les gens. Et par Mm. contre, d'un anglo-saxon, c'est au bout des doigts. Hein. C'est juste le bout des doigts, la poignée de main. Ce qui fait d'ailleurs que souvent, un arabe qui parle avec un anglo-saxon, ils ne peuvent pas s'entendre parce qu'ils n'ont pas la Mm. notion proxémique. Ça fait vraiment des trucs, voilà. Hein. C'est pareil avec les Allemands aussi. Après, il y a la distance sociale. La distance sociale, c'est celle qui est à longueur de voix, mais sans micro. Et puis, je vois quand même encore les gens, je suis capable de les reconnaître. Après, il y a la distance publique. Là, il me faut un micro, hein, et puis même des fois un écran pour pouvoir les voir mieux. Bon. Alors moi, j'ai rajouté à ces distances proxémiques, 2 distances qui manquaient et qui sont très importantes dans l'énergie. C'est, on va dire, le point zéro. C'est l'infiniment petit, il n'y a plus de distance, c'est même plus dans l'intimité. C'est à l'intérieur de soi. Et puis, il y a la distance infinie avec tout l'univers. Et quand j'ai rajouté ces 2 distances, j'ai pu voir que vraiment, mon travail et celui des élèves avait beaucoup progressé, parce qu'on se posait aussi les questions sur ça. Mm. Donc, cette question de proxémie est très importante, parce qu'il va falloir l'adapter. Ça aussi, ça va engendrer des énergies, hein. Donc il faut l'adapter. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, alors après, c'est un petit détail, mais il y a la taille des utilisateurs. Ça a l'air de La rien, taille. mais ça compte beaucoup. Et puis, euh, je dirais que une chose très importante dans cette perception des énergies, c'est que pour certaines personnes, on va quand même avoir du mal, sauf si on a déjà beaucoup travaillé dans l'énergie, à percevoir les choses comme les gens pour qui on va construire. Je vais prendre par exemple, mettons que j'ai un projet à faire chez les Esquimaux. Hein. Bon, moi je ne suis pas Esquimau, alors je pense que je n'aurai pas trop de mal parce que je me connecte bien dans l'énergie, mais quand même, c'est quand même quelque chose de très différent. C'est tellement différent que dans la langue esquimau, il y a plus de 30 mots pour décrire la qualité de la neige. On n'a pas ça dans nos langues, parce que là, c'est vital. Hein. Donc, ils ont une perception de l'espace dans lequel ils vivent qui va très, très loin. Et évidemment, l'énergie de la poudreuse n'est pas la même que l'énergie de etc., etc. Donc, à chaque fois, ça compte. Alors, je vais revenir rapidement, parce qu'on en parlera aussi donc, dans l'atelier, on travaillera beaucoup là-dessus, sur les énergies des formes et des couleurs et des matériaux. Chaque couleur a une fréquence vibratoire
qui va correspondre ou pas, d'abord à l'ensemble du projet qu'on va faire, mais aussi à la personne et à ce qu'elle va faire. Il y a eu des tas d'expériences là-dessus. Alors, évidemment, la couleur en lumière, comment dire, on perçoit beaucoup plus l'énergie quand c'est avec la lumière. Mais disons que ça aura un effet à plus long terme quand c'est en aplat, mettons un mur. Alors, je vais prendre deux exemples. Si on se met dans du mauve violet, en plus avec de la lumière violette, etc., on va faire tomber les gens très facilement dans des états de méditation. D'ailleurs, les gitans ont une pratique méditative où ils le mettent, ils appellent ça faire le jardin, oui, parce qu'ils méditent dehors. Ils prennent sur un bâton, ils mettent deux carrés de couleurs, un rouge en haut, un bleu en bas, ou peut-être l'inverse, je ne sais plus, et ils fixent ça, ils se mettent un petit peu plus loin, ils fixent ça jusqu'à voir du mauve, du violet. Et là, ils tombent en méditation. Donc ça a été vérifié scientifiquement. Hein. Si vous mettez tout violet, violet, mauve, etc., il va falloir venir secouer les gens pour qu'ils se réveillent. Une autre expérience a été faite aux USA, dans un État où la loi interdisait d'interroger les criminels violents avec des menottes. Bon, ils étaient arrêtés, mais au moment où ils allaient être devant le juge qui allait les interroger, eh bien, il fallait enlever les menottes. Et là, évidemment, ils tabassaient les juges. Donc, il y a un problème. Et donc, dans cet état, les juges ont fait appel à des gens pour pouvoir trouver une solution. Et ils sont tombés sur des psys, tout ça, qui avaient étudié aussi les couleurs et qui ont dit, oh, mais attendez, nous, on a la solution. Vous allez faire ces criminels, quand ils vont arriver en prison, vous allez les mettre dans la cellule rose. Donc, il faudra que tout soit rose dans la cellule, les draps, le pyjama, tout. La lumière, bien sûr, sera rose. Vous leur donnez de la nourriture complètement rose et vous les laissez comme ça tremper dans le rose pendant 2-3 jours avant de les interroger. L'expérience a été tellement concluante que maintenant, dans cet état, toutes les prisons ont une cellule rose. Parce que donc ces fous furieux, là, quand ils étaient interrogés, après 3 jours de bain rose, passaient aux aveux sans problème et sans tabasser le juge. Donc là, on a bien la preuve d'une influence de la couleur extrêmement importante. Il y a eu des études également dans des hôpitaux. Par exemple, le jaune n'est pas du tout bon pour les hôpitaux psychiatriques parce que ça intensifie le mental. Alors moi, je disais à mes élèves, quand ils révisaient, mettez un écran jaune devant vos révisions pour mieux mémoriser, faire travailler le mental. Par contre, si vous faites des cellules jaunes pour les fous, alors là, ils se prendront encore plus pour Jésus-Christ ou je ne sais pas quoi. Enfin, ils deviennent encore plus fous. Pareil, dans les hôpitaux autrefois étaient très vert, gris, bleu, c'était froid, c'était pas beau. Et à un moment donné, avec ces gens qui étudiaient la couleur, ils ont vu que ce serait quand même bien d'avoir des couleurs un peu chaudes, enveloppantes, maternantes. Donc, ils ont mis des tas de chambres entièrement, enfin, toutes les chambres étaient devenues ocre rouge. Ben, ils ont été obligés quand même de remettre quelques chambres bleu-vert parce que les gens guérissaient bien, ça allait, mais ils sortaient plus de convalescence. Ils étaient tellement bien. Donc, quand ils étaient dans la phase convalescente, allez hop, pour pouvoir sortir plus vite. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment eu des preuves là-dessus. Il y a eu des preuves avec le rouge, dont on dit qu'il excite. Oui, les photographes qui développaient les pellicules autrefois dans la chambre noire, mais il y avait juste une petite lumière rouge. Il ne tenait pas plus de 2 heures là-dedans, il devenait fou. Moi, j'ai eu un très bon copain qui était photographe. Quand il sortait de là, il disait « Oh, j'en peux plus !» C'est infernal, quoi. Ça, vraiment, ça excite. Donc, toutes les couleurs vont avoir une influence sur le corps. Alors, pareil, on peut là encore rééquilibrer et on peut aussi, s'adapter à l'énergie en question pour pouvoir un peu la contourner. Par exemple, moi, je me suis retrouvée dans des chambres d'hôtel. Pendant des années, j'étais tout le temps
parcourir le monde dans des chambres d'hôtel, ben, quand j'arrivais, elle ne me convenait pas forcément. Bon, ben là, je faisais un travail énergétique, justement, pour m'harmoniser avec un mur rouge qui ne me convenait pas du tout. Hein. Mais pour une nuit, ça allait. Voilà. Donc, après, il y a les formes. Alors, je ne vais pas plus loin dans les couleurs, on ira plus loin dans l'atelier. Les formes ont également énormément d'influence. On peut ramener toutes les formes à 3 types de formes. Les formes quadrangulaires, un carré, rectangle, etc. C'est les boîtes d'aujourd'hui, toute l'architecture est comme ça, enfin la majorité, un peu moins maintenant quand même, heureusement. Les formes, on va dire triangulaires, hein, avec des angles, etc. On en a moins, mais il y avait, en tout cas autrefois, il y avait au moins des toits comme ça. Et puis les formes circulaires. Ces 3 types de formes peuvent générer toutes les autres formes en les combinant. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est d'avoir les 3 types de formes dans son espace, mais en privilégiant les formes qui vont nous faire du bien. Par exemple, les gens qui sont un petit peu trop statiques, qui ne bougent pas trop, je leur dis, écoutez, placez au moins le tapis en biais dans la pièce pour que ça fait des angles, quoi. Hein. Mmh. Voilà, il y a moyen, hein, c'est-à-dire qu'on va introduire voilà, quelque chose. D'ailleurs, dans les formes, on voit bien une flèche. Vous prenez une flèche, si dans un couloir, j'imagine, une flèche avec une très longue queue, et puis elle est très, très pointue, et en plus, elle est rouge. Et en dessous, il y a marqué bureau du directeur. Alors, je suis le couloir hein, pour aller au bureau du directeur. J'arriverai pas du tout dans le même état d'esprit que si la flèche a une queue très épaisse, assez courte, et qu'elle est bleue, pâle ou rose, hein, et qu'il y a encore marqué bureau du directeur. Je peux vous dire que avec la première, on arrive vraiment stressé et prêt à rentrer dans l'un, et avec l'autre, non, ça détend. Parce que ça renvoie à des choses qu'on sent. C'est-à-dire une flèche, ça parle au corps. Hein, voilà. Donc une flèche un peu obtuse hein, et courte, bah, elle nous fera moins mal qu'une très pointue. Hein. Voilà. Donc les formes ont... Alors après, les formes circulaires, Ouais. elles vont cocooner. Et des fois, il ne faut pas en mettre trop. Parce que les gens, voilà, ils font plus rien, ils sont dans leur petit cocon, ils ne bougent plus. Hein. Donc en fait, ce qui est bien, c'est de combiner un peu de tout et des fois même d'avoir une pièce un peu ronde, une pièce un peu avec des angles, etc. et une autre plus carrée. Voilà. Et puis après, en fonction des activités, ça va être très important. Bon, je crois que j'ai fini tous les... Alors, la dernière chose que je voudrais dire, c'est voilà, c'est rappeler que tous ces ingrédients, et je vous dis, il y en a bien plus que, parce qu'il y en a, on ne les connaît pas encore. Il y a des énergies de l'espace qu'on découvrira. Hein. D'ailleurs, je travaille avec l'enseignement de Grigory Grabovoy, qui est bon, bien basé sur l'information, un petit peu les énergies, mais c'est beaucoup plus l'information. Et j'ai pu voir qu'effectivement, là, il insiste énormément sur comment dire, la mouvance du monde. Tout est en mouvement sans arrêt dans l'énergie. Sans arrêt, sans arrêt. Donc il ne faut pas oublier que comment dire, cette compréhension de l'énergie dans l'espace par rapport à notre bien-être et notre santé, hein, eh bien, ce n'est pas quelque chose où on se dit « Ah là, ça y est ». Non, parce que ça va changer avec l'âge, ça va changer avec plein de choses. Hein. Donc, c'est là où il faut être assez souple pour pouvoir, alors évidemment, on ne va pas sans arrêt déménager ou faire refaire la maison, ça coûte un peu cher, mais avec très peu de choses. Et on verra ça dans l'atelier. Et j'ai beaucoup travaillé ça avec mes élèves, et particulièrement moi, dans toutes mes pérégrinations Hey. dans des chambres d'hôtel. Qu'est-ce que j'avais? En plus, j'avais une conférence à faire le lendemain ou je ne sais pas quoi. Donc, je n'avais pas trop de temps pour tout transformer. Et puis non, je n'allais pas tout transformer. Mais j'avais dans ma valise toujours une paire de ciseaux, un rouleau de ficelle, du papier, quelques feutres et puis, un grand tissu. Rien qu'avec ça, alors des fois en déplaçant la table de nuit, enfin ce que je pouvais déplacer, en un quart d'heure,
je transformais totalement la pièce, hein, parce que j'avais installé une grande ligne à un endroit qui matérialisait quelque chose, où je faisais descendre des bouts de papier, ça matérialisait comme une espèce de début de cloison. Enfin, je changeais l'énergie uniquement avec ça. Et tous mes élèves en architecture, en première année, je les faisais travailler toute l'année là-dessus. Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais c'était un exercice très important. Je leur disais, bon, vous n'avez probablement qu'une chambre où vous pouvez faire quelque chose. J'étais soit en CTU, soit chez eux, mais leurs parents n'allaient pas leur permettre de refaire toute la chambre. Je disais là, vous allez toute l'année travailler à comment transformer à partir de l'énergie, donc, mais simplement avec des bouts de papier, de la couleur, des ficelles et pas plus. J'étais trop contente parce que j'allais pas visiter les lieux, enfin les chambres de mes élèves. C'était pas mon boulot. Je leur demandais de rendre compte avec des photos et tout. Mais un jour, un élève qui est d'ailleurs devenu un de mes meilleurs élèves, il m'écoute peut-être là maintenant. Oui, il y en a beaucoup des élèves qui sont ici dans le chat. Donc, un jour, il est venu vers moi et il me dit, Madame, j'aimerais bien quand même que vous veniez voir chez moi parce que j'ai fait vraiment comme vous dites et tout. Il sentait que vraiment il travaillait très bien. Et quelque chose m'a dit, fais une exception, tu n'en parleras pas, c'est le seul, mais vas-y. Donc j'y vais. Et là, il me montre progressivement tout ce qu'il avait fait, etc. C'était mais un équilibre énergétique, mais fabuleux. Quand tout a été terminé, je lui dis, écoute, franchement, chapeau, tu as vraiment bien travaillé. Il me dit, vous savez, madame, ce que j'ai compris, et ça, je l'ai répété toute ma vie, hein, c'est que quand un objet est dans l'espace, je l'ai mis il y a 2 ans, il me plaisait beaucoup, il m'apportait quelque chose, il m'a été donné par X ou Y, etc. Mais au bout d'un moment, je ne le vois plus. Eh bien, si je ne l'enlève pas, bon, très gentiment, ou si on va le donner, etc., il me pompe de l'énergie. J'ai dit, tu as tout compris. C'était fabuleux. Voilà. Mais oui, ouais, j'imagine bien. J'imagine bien. Fabuleux pour vous deux, pour toi, de pouvoir voir aussi cet élève bah, voilà, Ouais, qui capte les choses. C'est juste fabuleux. ouais. Et ouais. Un objet qui ne. Voilà, on ne le voit plus, on n'y fait plus attention. En plus, on encombre de plus en plus les espaces avec Ouais. plein d'objets qu'on ne regarde même plus. Alors là, moi, il y a des gens, quand ils m'appellent pour une consultation, pas pour forcément construire, hein, mais ah, j'ai un peu des problèmes, machin, etc. Ah, je me branche, je n'ai même pas besoin d'aller chez eux. Je dis, bon, allez, tu vas faire le vide là. Il y en a 10 fois trop. J'imagine, j'imagine. Vraiment merci, Hélène, de pouvoir nous partager toutes ces choses qui sont essentielles. On a bien sûr, des questions. Moi, j'en ai quand même pas mal depuis le début de cette, Vibra conférence où j'ai pu entendre beaucoup de choses. Oui. J'invite également les auditeurs à les poser. On a beaucoup d'élèves ou anciennes élèves qui sont, là dans le chat et qui, te saluent. Et donc, Ah, voilà, et oui, alors je vais les afficher. bonjour, très content. Bon, vous allez prendre la relève là. Hein. C'est ça, c'est Même ça. si j'ai l'intention de continuer encore longtemps. Ah bah et bien sûr, on te veut parmi nous encore très, 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 On va très faire des longtemps. séminaires là, on va reprendre. Alors il y a Nathalie qui est, avec nous, qui nous dit: «Hélène a été mon enseignante à l'école d'architecture de Marseille, Lumini». Nous avons également Nathalie, un peu plus haut, oui, qui l'a écrit 2 fois, mais avec 2, voilà, parfait, avec 2 profils. Olivier qui est avec Ah, nous, Nathalie. Bonjour et oui, Nathalie. le grand Maurice Sauzet. Mylène Vacherkat avec nous. Hem Alors, Sylvia qui nous dit: «Je ne savais pas tout ça au sujet des Japonais, c'est impressionnant pour moi d'apprendre tout ça». Muriel qui est également qui est là, qui Ah, se fait Muriel, une très savoir. bonne amie. Bonsoir Bonsoir à tout Muriel, le merci monde, d'être là. magnifique. Voilà, on a du monde. Sonia également qui est là. Bisous d'Odile et Sonia, Sonia. c'est ma belle-fille. Eh oui, et qui était là avec nous. Anissa aussi qui nous parlait, tu parlais des rites, hein, de faire enterrer des choses dans la terre. Elle partageait aussi ces rites, parlait de culture Mm. qui, donc Alors, il y a une petite chose que je voudrais dire parce que là, il y avait Nathalie. Nathalie, oui, donc une ancienne élève, elle s'est spécialisée dans le feng shui et c'est super, avec d'ailleurs une très bonne amie, Valérie Fayolle,
Mmh. qui est vraiment une experte en feng shui. Alors, je voulais le dire au début, puis j'ai oublié. Vous voyez que quand même, ça n'a pas grand-chose à voir avec le feng shui. Et J'ai oui. rien contre le feng shui, je l'ai même enseigné. Et à un Mmh. moment donné, j'ai arrêté parce que les élèves n'avaient pas assez l'esprit asiatique pour pouvoir faire quelque chose de bien avec. Mmh. Et je leur disais simplement, on vérifiera avec le feng shui et quand vous aurez fini votre travail. Mmh. Mais maintenant, donc, je dis, le feng shui, c'est extrêmement intéressant, mais ça ne permet pas autant d'être dans ce côté, on va dire, sans arrêt en mouvement, hein, et très animal. Et d'ailleurs, moi j'ai fait beaucoup de bateaux, j'ai beaucoup voyagé. Par exemple, vous ne pouvez pas faire le feng shui sur le bateau, parce qu'il est sans arrêt en train de changer d'orientation. Or, il y a des gens maintenant qui sont nomades, qui vivent soit dans un camping-car, sur le bateau. Donc c'est là où je dis, c'est important de pouvoir considérer aussi les choses comme ça. Mmh. Merci de le préciser, Hélène. Merci Voilà. beaucoup. D'ailleurs, Oui? comment dire, il y a le feng shui, mais c'est la même chose que donc, comment il s'appelait? J'ai marqué son nom, j'ai oublié. Euh, Alain Danielou précise qu'en Inde, on travaillait avec ce qu'on appelle le Vastu Purusha Mandala. C'est donc un homme qui est en plan, projeté sur le plan, avec des Mmh. points anti-marma, ce sont des points d'acupuncture. Mmh. D'ailleurs, j'ai oublié de dire aussi que la Terre a plein de points d'acupuncture qui sont, où là l'énergie est beaucoup plus forte. Quand je Mmh. vivais au château de Prades, où dans l'ensemble du terrain, ça aussi c'est important, l'énergie du terrain au niveau tellurique. Donc au château de Prades, l'énergie était à peu près à 2800 Hertz, ce qui est, on va dire, le maximum pour les gens. Enfin, au-delà, il faut quand même commencer à faire un travail spirituel pour pouvoir y vivre. Donc dans les Ouais, je vois. Himalayas, on monte jusqu'à 10 000 Hertz. Sauf que sur ce terrain du château de Prades, où j'avais pas tout de suite eu besoin d'y aller parce que voilà, déjà l'énergie était suffisante en général, mais à un moment donné, j'ai trouvé un petit mazet où j'allais qui était complètement en ruine, très tout petit, hein, et il n'y avait plus de toit. Et quand je me posais là, je rechargeais mes batteries, mais alors là, et après j'envoyais des élèves comme des fois j'étais dans ce centre et puis ils ne pouvaient pas remonter à Paris, ils broyaient du noir, ils n'avaient plus à travailler. Va te poser, je leur disais pas ce qu'il y avait, va te poser dans le petit Mazel, là, il reste-y 5 minutes. Le Mmh. nombre d'expériences qu'ils ont eues, c'était incroyable. Euh, et ils revenaient, les batteries rechargées. Et Et puis oui. on a fait un séminaire avec 80 architectes de la région, avec des femmes qui étudiaient, qui étaient venues de Suisse avec plein d'appareils pour l'énergie tellurique, le réseau Hartmann. Et à un moment donné, je ne leur ai pas dit qu'il y avait ça, parce que je voulais en avoir la certitude avec toutes leurs mesures. Donc, c'est elle qui m'avait dit, non, là, vous êtes à 2800 Hertz, donc c'est bien, là, ça booste. Hein. D'ailleurs, le centre de stage marchait bien pour ça. Et je lui dis, à un moment donné, je dis oh, il y a un endroit, on n'a pas été là, on pourrait voir comme ça. Je dis rien. Hein. Et elles arrivent vers le petit Mazet, et là, elles font, ouf, mais vous savez ce que vous avez là? Vous avez 10 000 Hertz comme dans les points les plus hauts des Himalayas. Donc voilà. Waouh! Merci pour ce partage. Et mais oui, et c'est en ça, c'est sur ça que je voulais aussi poser ma question. Cette intuition qui est, en bout du compte, tu l'as expliqué, en nous. C'est juste qu'on l'a vraiment, éteint, ou du moins on l'a pas laissé s'exprimer parce qu'on laisse s'exprimer une autre partie de notre cerveau, et d'où l'importance aujourd'hui de t'inviter sur la chaîne parce que tu es le témoin de ça. Tu as narré là énormément d'expériences, de vie, et d'inviter les gens à une forme d'autonomie. Donc j'ai envie de te dire, alors, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour que justement ils aient toutes et tous confiance en leur sixième sens pour pouvoir le faire aussi eux-mêmes? Alors j'imagine que l'atelier va bien sûr aider, mais qu'est-ce que tu peux leur dire toi La aujourd'hui, première Hélène? chose que je dirais, c'est oser noter des impressions que je dis, oh non, là, non. Alors, ça peut être aussi bien d'ailleurs, ça peut arriver dans des rêves. Noter ses rêves, c'est un outil mais on ne s'en rappelle pas toujours, mais ça aide beaucoup. Mmh. Sur les rêves de lieu en particulier, hein, et Oui. comment ils ressentaient, etc. Parce que ça va
permettre, parce que tout ça, ça se fait principalement avec le cerveau droit, hein. C'est-à-dire D'accord. que le gauche, il est déconnecté dans ces moments-là. C'est vraiment Mmh. l'animal, là, bon. Alors, d'ailleurs, oui, j'ai oublié de dire que jusque vers 7 ans, donc on est plus cerveau droit, il se déconnecte de plus en plus, surtout après dans le scolaire, mais les enfants sentent énormément, comme les animaux. Et il y a des endroits où vous ne pouvez pas les amener, ils hurlent, hein, parce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui ne leur va pas. Et par exemple Mmh. aussi, pour les C'est vrai. enfants, vous les mettez dans les bébés, vous les mettez dans le lit dans un sens, vous les retrouvez toujours dans l'autre sens le lendemain matin. C'est quand même pas un hasard, hein. Voilà. Donc là, Mmh. l'animal, mais là, c'est vraiment le cerveau droit. Et ce cerveau droit, comment dire, reçoit directement les informations de la source. Alors, des fois, ça paraît complètement idiot. On ne peut même pas y croire. Moi, je dirais, il ne faut pas y croire au début. Il faut simplement noter. Tiens, voilà, il y a ça qui m'est passé dans l'esprit. Je ne peux pas dire si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Il ne faut même pas chercher. Mais voilà, c'est arrivé à mon esprit. Parce Mmh. que c'est presque comme si on s'inclinait sans vouloir y croire, mais voilà, c'est ah oui, je t'ai quand même entendu, hein. On n'est pas forcé d'en faire quelque chose après. Ouais. Mais à force de noter, moi, mes élèves, je les ai beaucoup fait travailler comme ça. Mmh. Mais oui, parce que là, pour le coup, là, on a beaucoup parlé des terrains. Je te posais aussi la question pendant que tu étais en train de charger, la tablette. Heu, Quand tu dis que le terrain n'est pas d'accord, est-ce qu'il y a des entités? Est-ce comment on peut les inviter à soit, bah, nettoyer, on nettoie, soit on les invite à ne plus être là, mais s'ils étaient là bien avant, nous qui voulions habiter, dans ce lieu, comment ça se passe avec ces entités? Comment tu procèdes Comment ça toi? se passe? Alors, répète-moi complètement la question. La question, c'est comment on fait quand il y a des entités qui sont là parce que et qui sont pas Alors, d'accord? pour ce qui est des entités, personnellement, j'ai dû faire un gros travail grâce à Laurent Marchand. Ça ne m'intéressait pas, les entités. J'avais même jamais regardé qu'est-ce que ça voulait dire. Je me doutais bien que ça voulait dire fantôme, mais je m'en Ouais. foutais tellement. Parce que moi, dès que quelqu'un mourait, tout enfant, je, je le projetais malgré moi dans la lumière. Pour moi, il n'était pas question qu'il reste par là. Bon, Mmh. ok. Quand on a fait le scan thérapeutique avec Laurent, la dernière session, on était à côté d'un cimetière, où d'ailleurs il y a une partie de ma famille à Lyon, et il nous dit, bon, ben, on va aller au cimetière, et là, ben, vous allez être confrontés à des entités, vous allez leur parler gentiment, leur dire que voilà, bon, voilà, ils ont besoin de discuter, bon, très bien. Bon, je me dis, bon, moi je suis une élève appliquée, je me dis, bon, on va y aller, mais enfin, je ne voyais pas bien l'intérêt, mais bref, on y va. Et euh, on rentre dans le cimetière, et là, il nous dit, bon, alors on se retrouve à telle heure, après ça, vous papotez pas ensemble, hein, chacun de son côté, vous y allez, voilà. Et on se retrouve à telle heure ici. OK. Et on part. Moi, sans m'en rendre compte, je pars, mais en fait, je me retrouve à côté de Laurent, donc face à une tombe, et lui était face à une autre tombe. On était côte à côte. Et là, je me rends compte quand même qu'il y avait quelque chose. Et là, je lui dis, ah non, non, moi je peux pas. Il me fait, tu as peur? Je dis, ah non, j'ai pas peur du tout. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais ils ont qu'à partir. Alors il me dit, mais justement, on est là pour ça, hein. Alors tu leur parles, et si tu n'as pas peur, je dis, bah non, j'ai pas peur. Je dis, mais je ne comprenais pas, à la Mmh. limite. Alors j'ai continué, bon, et puis après, j'étais plus à côté de lui. À un moment donné, je vois l'heure, et je me dis, oh là là, il faut vite y aller. Il nous a dit telle heure à l'entrée. Et je regarde au loin, Laurent ne revenait pas, il était toujours bien occupé. Et en même temps, j'entends le Christ, parce que souvent il me parle, hein, ou le Saint-Esprit, on peut appeler ça comme on veut, on s'en fout. Et Mmh. donc, qui me dit, non mais c'est pas fini là, tu as encore deux pitchouns à voir, deux enfants. Ah bon? Là-bas, un peu à gauche. Ah, bon, bah, j'avance. Et effectivement, je me trouve face à une tombe d'un enfant. Et oui, ben, il était là, le pauvre pitchoun. Et je lui dis, mais non, mon pitchoun, tu seras tellement mieux dans la lumière, vas-y, allez, faut pas rester là, hein.
Voilà, vraiment, il y avait mon côté Mmh. maternel qui, voilà, qui Mmh. l'aidait. Et Et oui, puis, juste après, il me dit: «Non, mais il y en a encore une autre après» et effectivement, j'avance et encore pareil. Et quand d'accord. je suis donc après, je vois Laurent qui arrive, donc je me précipite aussi pour mais sur le chemin du retour jusqu'à l'entrée du cimetière, j'entends le Christ me dire: «Tu comprends maintenant? Toi, tu les envoies systématiquement dans la lumière. Tu peux continuer». Mmh. Donc D'accord. en fait, moi, par rapport aux entités, c'est ce qui s'est passé au fameux mas des Trois Fontaines. Parce Oui. que si ça se trouve, j'étais peut-être là, mais j'ai dû faire Mmh. mal moi, flouf! C'est Donc ça. ils ont dû dégager un moment. Bah, ouais. Ils m'ont pas Alors gênée. bah, c'est ça. Bah, donc du coup, voilà, j'imagine qu'on pourrait, peut-être apporter des éclairages, Alors, moi, je là-dessus redis, pour parce que ouais. ça m'a été aussi transmis par des maîtres de l'Inde et puis d'autres traditions. Oui. Le chant, le chant nettoie tous les lieux. Alors, pas la musique hard, non, des chants, ça peut être du Mozart, ça peut être, voilà, vraiment ça peut être des mantras, des bons mantras, des kirtans de l'Inde, Mmh mh. voilà, puis chanter soi-même, hein. Le chant, d'ailleurs, j'étais en connexion pendant très longtemps avec un maître de l'Inde qui avait plein de disciples américains qui cherchaient à établir un ashram aux USA et il ne trouvait jamais rien, tout était très cher, etc. Et un jour, il trouve quand même un truc qui était à Miami, mais c'était une ancienne maison de passe. Donc un peu gêné, ils appellent le maître en Inde, ils disent, bon, on en a trouvé, c'est pas cher, mais quand même, c'était que des prostituées. Il dit, parfait, allez-y, ça va vous faire travailler. Vous Mmh. chantez, vous chantez, vous chantez le mantra sans arrêt, vous chantez, vous chantez. Alors le C'est chant un lieu extraordinaire. alors le chant, c'est parce que la vibration, au bout du compte, tu parlais aussi Voilà, de Grabovoi tout à l'heure, bah, le chant, dans l'intention qu'on va y mettre, il y a une vibration et dans le exactement, chant quantique, il y a des choses qui se passent parce que tout dans, à fait, le chant, il y a l'intention aussi de vouloir tout à fait. nettoyer, il y a les bonnes choses et puis pour les musiques, est-ce que tu proposes des musiques avec des tu parlais de hertz, de niveau de hertz, est-ce qu'il y Alors a oui, maintenant, il y a des de plus en chants, plus de gens qui travaillent là-dessus, qui ouais? proposent des musiques qui, voilà, qui vont rééquilibrer les lieux. Mmh Mais mh. on prend le chant grégorien, on prend les kirtans de l'Inde, on prend, mais même soi. Hein, je veux dire, si on chante avec son cœur, ben voilà, ça nettoie. Hein. Mmh, Donc, mmh. c'est se mettre dans une vibration pleine de joie et d'amour, ça nettoie, ça nettoie. Alors après, il y a OK. d'autres outils. Par exemple, Laurent Marchand donne beaucoup d'outils à partir d'images. On imagine de la lumière. Il y a aussi, même, il dit que tout ce qui n'est pas lumière s'éloigne de moi. Il y a Mmh mh. 36 000 outils. Et ils sont tous Mmh. bons. Hein. En fait, ce qu'il faut, c'est trouver l'outil qui nous convient. Hein. Moi, je sais que bon, pendant des années, même en arrivant dans une chambre d'hôtel où, bon, c'était pas génial, Mmh. eh bien, je mettais, j'avais mon petit portage, je mettais ma cassette tout doucement et je chantais en même temps quelques mantras. Et tout de suite Mmh. après, bon, ben voilà, ça va très bien. Alors ça peut répondre, à une partie de la question de Dominique. Merci, Hélène, pour tes éclairages. Ah, Comment nettoyer la mémoire des murs d'un appartement dans un immeuble de 15 étages en béton armé? oui. Demande Alors, le Dominique. béton armé, évidemment, Merci à vous. le mieux, c'est d'arriver à le mettre à la terre, sauf que il faut arriver jusqu'au fer et après, non. Donc ça, quasiment, c'est pas possible. Alors, on peut rééquilibrer déjà, il y a plusieurs choses. Parce que dans cette question, il y a deux réponses à donner. La Mmh. mémoire des murs, j'en ai pas parlé, mais effectivement, c'est aussi une chose qu'on peut sentir. Quand je suis arrivée au château de Prades, donc qui est dans les Cévennes, et vraiment, alors, les Cévennes très protestantes, hein, à côté d'Anduze, il y a le musée du désert, des protestants, qui est même à 15 kilomètres. Hein. Bon, je suis protestante, mais enfin, je veux dire, je ne pense pas tous les jours aux camisards, ces protestants qui ont essayé de défendre donc, sous Louis XIV. Mais là, tous les jours, à partir du moment où je suis arrivée dans ce château, pendant 2 mois, tous les jours, je pensais au chef camisard Roland, dont je savais vaguement l'histoire, mais pas plus. Et un jour, arrive un historien de la région, il vient me visiter, et ah, vous habitez ce château,
vous savez, vous êtes dans un lieu historique. Je dis, bah oui, je m'en doute. Mais quoi encore? Il me dit, eh bien écoutez, là, dans la nuit du, je sais plus, 5 ou 8 août 1700, je sais pas quoi, ou 1000, enfin, bref, et il dit pas Roland, il dit Cavalier, qui était un autre chef camisard, ils Mhm. se connaissaient les deux d'ailleurs, a dormi dans cette chambre qui était ma chambre. Tiens donc. Les dragons du roi sont arrivés dans la cour. Un de ses aides de camp a eu que le temps de tirer un coup de fusil pour l'avertir et il est sauté par la fenêtre. Vous imaginez bien que Roland, donc lui, il m'a dit Cavalier, il ne m'a pas dit Roland. Moi, quand il me Mm. dit Cavalier, aussitôt je dis non, c'est Roland dans ma tête. Puis je dis non, écoute, ça va, hein, tu déménages un peu, tu écoutes cet historien, il doit quand même avoir raison. Mais quand il est parti, alors évidemment, je me suis dit, mais que ce soit Cavalier ou Roland, il a sauvé sa peau là. C'est-à-dire, il y a eu une décharge émotionnelle énorme qui est restée là. Elle est restée imprimée dans les murs. Alors, le soir, ça continuait. Non, c'est Roland. J'avais un livre que j'avais acheté, que je n'avais pas encore lu, sur les camisards. Je dis, allez, tu regardes. Alors, je le regarde en travers d'un son. Il était épais. À un moment donné, je tombe sur le passage. Dans la nuit, Roland. Ok. Et le monsieur me rappelle le lendemain, oh, excusez-moi, j'ai fait une erreur. J'ai dit Cavalier, c'était Roland. Donc, oui, les murs ont une mémoire. Les murs Oui. ont une mémoire. D'ailleurs, il y a, je ne sais plus quel est cet auteur qui a écrit un livre sur l'espace, là je retrouve. Il dit, l'espace est constitué de cellules qui ont la mémoire de tout ce qui s'est passé là. Waouh. On peut retrouver tout ce qui s'est passé dans un lieu. D'ailleurs, des scientifiques sont en train de travailler là-dessus de manière assez efficace maintenant. Mhm. Donc, tu proposerais là, donc en 2 temps, tu disais donc le premier élément de réponse et pour le deuxième, parce que tu sais qu'il fallait répondre en 2 Alors temps pour pour le la question deuxième, de Dominique. Mmh. donc on ne peut pas mettre le béton, le fer, parce qu'il ne va pas aller dans la cave, creuser, machin. Non, c'est pas possible, hein, c'est trop tard. Alors il y a un truc qui contrebalance très très bien ces mauvaises énergies du béton qui n'a pas été dans les fers. Parce que le béton avec des fers, c'est très bien si ça a été mis à la masse, il n'y a aucun problème. Hein. Sauf que la plupart du temps, on ne le fait pas. Alors je le Mmh. dis pour les gens qui font construire en béton, n'oubliez pas de faire mettre à la masse, voilà, comme pour comment dire, le paratonnerre et tout ça. Hein, voilà. Mmh. Et donc, à ce moment-là, il faut amener dans son espace un gros billot de bois naturel, pas trop, c'est pas un truc, voilà, c'est un truc, on va dans une scierie, hein, et on achète un beau rondin, là, qui pourra servir de tablette, on mettra des objets dessus. Parce que cet arbre, alors, il faut qu'il soit un peu gros, hein, avec Mmh. son écorce même, hein, au besoin. Hein. Lui, il a la mémoire de ses racines, même s'il a été coupé. Donc, il rétablit une connexion à la terre très profondément par les racines. Et là, les fers du béton, ils peuvent se rhabiller. Mmh. Et on le positionne où? Dans la pièce, dans Où on les veut. pièces? Alors, quand je dis où on veut, à nouveau, où on On sent. fait travailler son Donc, ça intuition. veut Mmh. dire, je vais d'abord le mettre là, et puis, ah ben non, et si je le mettais là, et puis à un moment donné, parce que tout le monde ne trouve pas du premier coup. Ça Mmh. aussi, où est-ce que je vais mettre l'armoire? Mais c'est des trucs, c'est animal là encore. Mmh mh, mmh. Mmh. Bien sûr. Merci Hélène De rien. pour, ton tes éléments de réponse. Il y a donc j'ai mis tout à l'heure le message de Paul qui nous dit: «Tout à fait bien vu pour ce travail d'incitation des entités à gagner la lumière, confirmation», nous dit Paul. Merci. Alors j'avais une question pour toi aussi, alors qui n'est pas dans le chat, mais que je faut-il garder l'écorce? C'est très drôle. Dominique qui pose la question: «Faut-il garder l'écorce?» et toi tu répondais de ça quasiment à quelques secondes près, encore une fois. La preuve en est. Ah là là, l'intuition. Ouh, c'est puissant tout ça. Comment tu te places, donc ton travail d'architecte, avec
cette capacité, voilà, énergétique là, à sentir les choses, avec, le travail des géobiologues. Comment tu te positionnes toi par Avec le rapport aux travail géobiologues? des jeux. Géobiologues, la géobiologie, tu sais? Ah! La géobiologie, bah oui, la géobiologie, on s'en sert, hein, puisque même Mmh. on avait fait venir donc des spécialistes là. Oui, tout à fait. Heu, oui, heu, alors oui, je vais dire, on peut s'adjoindre les services parce que tout le monde, enfin et tous les architectes sont pas tout le temps très sensitifs, puis bon, on est tellement de trucs à penser que Mmh. donc on peut s'adjoindre, un géobiologue, on peut s'adjoindre un puisatier, il y a des tas de spécialistes de plein d'énergie. Sauf que ça finit par coûter assez cher pour le projet. Bon alors quand les clients ont les moyens, OK, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça que j'engage vraiment les architectes à se former de plus en plus à ça. Et en fait, il y a aucune, voilà, il y a aucun inconvénient à travailler avec ces gens-là, puisque finalement, des fois, ils vont pouvoir trouver plus vite que nous des choses que oui, qu'on sent, mais voilà. Mmh. Alors du coup, donc ce que je comprends dans ta réponse, c'est aussi nous amener à une forme d'autonomie. Est-ce que l'atelier que tu proposes là, qu'on Oui, va vivre sur les diagnostics, heu, est-ce que ça va apporter, va nous apporter cette forme d'autonomie, dont tu oui, oui, parles oui, là? oui, 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 ça, c'est Alors vraiment pour ça. parle-nous-en un C'est un parle-nous-en peu un petit comme, peu. j'ai eu la chance de pouvoir travailler justement dans les Cévennes, qui était vraiment une terre, comme disait ce médecin avec qui j'ai travaillé, où l'esprit souffle en Cévennes, c'était vrai. C'est là où plein de 68A sont venus s'installer pour élever des chèvres. Bon, nous, on n'est pas venus avec des chèvres, on est venus avec notre métier d'architecte et un centre de stage. Mmh. Mais bref. Et donc, ce médecin, qui était en lien avec un médecin de Montpellier, il réunissait tous leurs clients, dont je faisais partie, une fois par mois, pour qu'on devienne un peu plus autonome par rapport. Alors, il était acupuncteur et homéopathe, et Mmh. pour que, voilà, qu'on apprenne à se soigner sans arrêt, appeler ah, j'ai sinon, voilà. Et c'était très intéressant. Et moi, je me, quand je repense à ça, tout ce que ça m'a apporté, je me dis, ben voilà, il faudrait que là, on soit quelques architectes à travailler avec des gens qui veulent avancer là-dedans. C'est-à-dire que ben, une fois par mois, eh ben, on passerait 2 heures avec eux pour que, voilà, ils soient de plus en plus sensibles à toutes ces énergies, qu'ils comprennent Mmh. comment tout ça interagit. Voilà. D'accord. Après, il y a Et des choses que j'ai oublié de dire, c'est que par dis-moi? moment, et ça c'est le jeu de la vie, et c'est formidable, on va être confronté à des énergies qui nous challengent vraiment beaucoup dans l'espace ou même dans l'architecture qu'on habite, hein, mais pour nous faire travailler. Eh oui. Donc c'est pas forcément mauvais. Et c'est là où Mmh. les gens ont beaucoup de mal. Parce que, ah mais non, 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 on accueille. La première chose, on accueille, hein. Et puis quand on accueille, ça va permettre de trouver petit à petit des solutions, hein, voilà. Mmh. Alors Et c'est de ce qu'on pas. va c'est ce qu'on va voir dans l'atelier? Il va y avoir des Oui, on espaces verra. Voilà. oui? Est-ce qu'il faut on arrive avec des éléments, avec déjà des questions? Comment on Alors arrive c'est dans très bien l'atelier? si les gens effectivement, bon, c'est pas obligé, mais s'il y a des gens qui sont en train de se faire construire un truc et qu'ils se disent: «Ah nani gna gna, je sais pas quoi, je Mmh. suis pas Ou dans sûr leur de», appartement? ou «Moi dans ma chambre je voudrais», voilà, à partir de leur vécu, hein, simplement. Mmh. D'ailleurs, j'ai souvent eu, parce que j'ai eu fait des conférences, beaucoup dans la région justement de Montpellier autrefois, sur ces histoires d'énergie, et je me rappelle une fois, des clients m'ont appelé, ils avaient assisté à la conférence. Ils étaient en train de se faire construire quelque chose dans la région avec un de mes confrères. Et ils me disent: «Ah là, on aimerait bien, si vous pouviez intervenir, parce que là, il n'arrive pas à trouver la place du foyer. Il nous Mmh mh. propose plein de trucs, mais c'est jamais ça». Alors j'ai commencé par leur dire: «Bah, écoutez, vous demandez à mon confrère s'il est d'accord pour que j'intervienne en second. Je vais pas, voilà, je vais faire un complément, hein, mais il était tout à fait d'accord s'il en avait marre en plus de pondre des foyers à tel endroit, comme ci, comme ça, et c'était jamais ça. J'ai emmené les clients sur le terrain parce que je me suis dit: «Oh là, là, on va bien voir comment ils vibrent avec ça». Sur le terrain, alors ça fait partie des techniques que j'utilisais, je leur ai fait faire un rêve éveillé pour voir un peu ce qui sortait de l'inconscient. Mmh. Tout ça m'a donné la solution assez vite. En fait,
monsieur et madame ne parlaient pas du même foyer. Alors évidemment, l'architecte qui avait pas trop pigé Mmh. ça, il avait un peu du mal. Et donc là, j'ai dit: «Bon, alors si je comprends bien, monsieur veut une belle cheminée là en bas au rez-de-chaussée pour faire le barbecue avec les copains et madame aimerait bien un petit foyer spirituel, tout en haut dans les combles». Ah mais c'est exactement ça. Mais ils n'avaient même pas communiqué là-dessus, ils n'en avaient pas conscience. Mmh. Donc ça a rétabli toutes les énergies et puis l'architecte il a été comme ça et c'était bon. Voilà. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Bah, d'où l'importance aussi, je sais que tu proposes aux personnes là du grand changement, justement, des séances, la première Oui, séance alors il y a donc 5 gratuite. séances, Mmh. gratuites aux D'accord. premiers qui vont me demander, voilà. Ça se passe Ouais, par Messenger, hein, d'accord, et voilà. Et d'ailleurs, d'accord. même des fois seulement par téléphone parce que souvent Tu j'ai pas ressens. besoin de voir l'endroit, hein. Mmh. Mmh. Je comprends, je comprends. Ouais, heu, tout à fait. Ben merci, merci, merci à toi Et pour c'est tous moi ces qui éléments. te remercie beaucoup de ta contribution à cette, Je comment t'en dire? prie. Cette envie de faire que ça avance dans ce sens. Oui et que ça soit partagé, bien évidemment, vous pouvez, Ouais. poser vos questions en replay puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, la Vibra conférence sera aussi disponible en replay, donc vous pouvez poser vos questions et Hélène, bien évidemment, si tu peux, jeter un petit coup d'œil sur ces commentaires qui seront là en replay et répondre à vos questions et bien évidemment, vous pouvez vous connecter à l'atelier et comme tu l'as très bien dit, vous pourrez avoir votre séance gratuite avec Hélène de coaching et vous allez pouvoir, poser toutes vos questions par rapport au lieu et par rapport à tout ce que vous avez pu ressentir dans cette conférence. Il est Mmh. l'heure pour nous de conclure cette, Oui, je Vibra crois. conférence. Merci pour J'espère tout que j'ai ce pas trop partage. parlé. Merci pour tout ce partage et cette générosité qui t'anime, Merci aussi Hélène. beaucoup. Merci infiniment. Au plaisir de vous retrouver, chère communauté et puis, ben voilà, à tout bientôt, Oui, dans l'atelier et puis, pour la suite des événements. Merci encore. merci Merci. infiniment. Au Je te revoir à laisse tous. Merci, voilà, au revoir. merci.